les autres, ça m'est égal. Et ce qui est assez étonnant, c'est que il y a des gens qui ne s'aiment pas, et quand une catastrophe est là, tout le monde est là. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas grand-chose pour que la solidarité revienne. Et j'espère que c'est par des discussions comme on peut avoir ce soir que la fraternité reviendra. Voilà. Alors pour ne pas trahir non plus, je dois vous dire que j'ai été un des candidats maires à avoir soutenu la présidence de M. Macron. Je tiens à m'en expliquer, parce que dès le départ, je pensais qu'il c'était un sang neuf, qu'il allait amener quelque chose. Et je vous le dis très sincèrement, j'en avais un peu marre des gens, et de droite, et de gauche, qui nous promettaient la lune, et qui nous ne la donnaient pas. Là, j'ai cru à quelque chose. J'ai aussi le droit à l'erreur. J'ai aussi le droit à l'erreur. Je me suis trompé, ce qui ne veut pas dire que je rejette tout, hein, pas du tout. Mais je voudrais simplement alerter les gens qui sont en train de douter, les gens qui demandent une démission. À titre personnel, ça ne changera pas ma vie. Mais il faut savoir que les politiques, et là je dis les politiques, toutes tendances confondues, qui sont en train, très adroitement, de mettre de l'huile sur le feu, si jamais il y a un renversement, ça peut arriver, lorsqu'ils seront au pouvoir, il ne faudra pas là qu'ils déçoivent les gens. Parce que les gens leur diront, là maintenant, vous étiez au courant, vous avez lu pour ça. C'est ça qui me fait peur. Voilà. Chacun est libre. Mesdames, messieurs, je vous envoie le bébé. Voilà, moi je vais douter, pas m'exprimer, pas moi possible. Ce serait bien que vous parleriez, juste dire, si vous êtes, enfin, selon le sujet que vous abordez, ou votre profession, ou votre âge, ou votre qualité, enfin non, mais ça peut être important quand même. Et si vous êtes gilet jaune aussi, même pour chaque portrait candidat. Mais vous n'êtes pas obligé, là, vous faites ce que vous voulez. Alors merci, à vous la parole. Ceci dit, j'ai soutenu les gilets jaunes, hein. Je suis très clair là-dessus, parce qu'il y avait vraiment trop c'est trop. Mais ce mouvement qui était très spontané, que je pouvais comprendre, ils n'en sont pas responsables, mais je ne supporte pas la violence qu'il y a autour. Et si vous avez regardé la télévision, vous avez pu voir que c'était hier ou ce matin, je ne sais plus, ils ont suivi un casseur sur tout son parcours pendant 3 heures. Alors moi, les casseurs, je les ai vus parce que j'étais à une manif au Mans. Alors, la manif au Mans, il y avait le CRS et il y avait le gilet jaune. Les deux étaient à... Le regard n'était même pas à 20 cm. Ils se toisaient sympathiquement. Qui va lâcher en premier. Sauf derrière. Derrière, vous avez les casseurs qui, eux, ils arrivent et ils poussent. Donc, le gilet jaune rentre en contact avec la police qui repousse. Et puis là, les casseurs, ils font le vide, ils arrivent et ils tapent. Voilà un petit peu d'où part la violence. Pour moi, la violence ne part pas des casseurs. Il y a des gens, sous prétexte d'avoir un gilet jaune, qui font n'importe quoi. Allez, j'en ai terminé pour ce soir. Vous m'avez assez. Mal à la gorge. De toute façon, j'ai mal à la gorge. Qui ouvre le bal? Moi, je veux bien. Je partage, moi, Michel Cohen, Pierre Bénard, je partage tout à fait votre point de vue sur... moi aussi, j'ai soutenu Pierre Bénard. Je suis nouveau, un peu nouveau. J'ai soutenu je soutiens toujours les gilets jaunes à leur origine. Hein, mais je ne soutiens absolument pas du tout aujourd'hui tous ceux qui cassent. C'est pas ça. Et surtout, je dirais qu'il faut être bien conscient, je l'ai dit à un commandant de gendarmerie il n'y a pas si longtemps, il faut être bien conscient quand on a vu ce qui s'est passé sur le stade à Angoulême, où des gens ont simulé une décapitation de Macron. Il faut bien se souvenir que pendant la révolution de 1789, ça s'est passé comme ça. C'était des minorités qui ont fait la loi.
et qui ont décapité. Donc voilà, je dois aller. Alors mes revendications, moi je dirais, j'ai soutenu les Gilets jaunes, je dirais pour différentes raisons. Comme l'a dit M. Loos, gauche-droite, je dirais, on a expérimenté, on a vu ce que ça donnait le résultat que ça donnait. Je dirais, il faudrait que l'État soit exemplaire. Il faudrait que l'État soit exemplaire dans différents domaines. Je vais vous donner différents points. Et il faudrait véritablement supprimer, parce que je pars du principe que c'est les petites rivières qui font les grands ruisseaux. Il faudrait supprimer, d'une part, il faudrait supprimer le statut des présidents, l'ancien président de la République déjà. Ces gens qui ont tous été ministres, députés et autres, et ils n'en ont pas encore assez, et on leur met des chauffeurs, on leur met un appartement à leur disposition, ça nous coûte une fortune, et surtout qu'ils ne sont pas à plaindre, ils n'iront pas pointer l'NPE à la fin de leur boulot. Il faut également, je dirais c'est dans le projet de M. Macron, et il faut aussi ramener les effectifs des parlementaires, je dirais ce qu'ils étaient au début de la Ve République. Identique également le Conseil économique et social, et qui est un fromage qui grossit pour planquer un tas de mecs, de copains, hein, parce qu'on se place entre copains, et qui émarge quand même à 4 500 € par mois en moyenne, hein, et qui ils mettent pas beaucoup les pieds dedans. Je vais vous dire ce que j'ai un petit peu, hein, ce que j'ai déjà travaillé. Il faut aussi supprimer les nominations de complaisance. Ça, il y en a pas mal. On a eu une secrétaire d'État qui était du temps de Mme Boutin quand elle était ministre, c'était la présidente des Ni putes ni soumises, qui a été nommée inspectrice générale des affaires sanitaires et sociales. Elle ne connaissait absolument rien du tout. On a également M. Michel Rocard qui a été nommé ambassadeur des pingouins, hein, je dirais de l'Antarctique. Quand il est décédé, il a été remplacé par Ségolène Royal. Bon, je veux bien, mais tout ça, qui dit un ambassadeur, veut dire toute une équipe autour de lui. Secrétaire, bureau, voiture de fonction et tout ce qui gravite autour. Et il faut également les postes de députés, je dirais, qui sont élus par les Français à l'étranger. Il faut leur donner la possibilité d'être... vous pouvez me contredire, hein, de m'interrompre. Hein. On va vous interrompre parce que... Vous soyez quand même pas trop long de façon... Voilà. Les nommer par une procuration qui vote dans leur ancienne circonscription en France, parce qu'ils sont élus, comme la dernière fois et les fois précédentes, avec une poignée de voix qui tourne autour de 15% des inscrits sur les listes électorales. Donc ils ont un pourcentage qui est relativement faible. Supprimer aussi le statut de spoliation hors cadre ou de congé spécial. Je vais vous donner un exemple, que je l'ai bien connu. L'ancien directeur du FUTOUR, M. Bonvalet, pour ne pas le nommer, est passé au siège éjectable parce que le CHU avait un déficit colossal. Il est resté dans son appartement aux Fontaines, il va continuer à toucher jusqu'à sa retraite son salaire. Et il faut savoir que sur le plan national, je dirais, les positions cadres et les statuts de congés spéciaux, ça remplirait un train entier. Les mecs restent chez eux, ils tombent leur pied. Voilà un petit peu bon, il y en a plein à leur référendum. Monsieur Lénard, j'ai vu ce que vous avez mis sur le blog. Moi, je souhaite que vous soyez un peu plus... On ne veut pas refaire la vie. Vous reviendrez si jamais il n'y a personne plus tard, et vous laissez parler quand même du blog. Merci. Si tu veux, bon, on peut prendre le temps, il faut discuter tout, mais on peut prendre le temps. Merci.
Voilà, de toute façon, T'as le droit de parler. oui. Donc Michel Fronteau. On commence par les impôts. Dans les impôts, il y a trop de différents impôts en France. Il faut dire réduire, je ne sais pas dire réduire la somme, mais il faut automatiquement de l'argent pour pouvoir leur donner. Mais bon, bah, il doit y avoir à peu près une centaine de taxes différentes. On pourrait essayer déjà l'impôt sur le revenu, la CSG, l'impôt sur la fortune, ça pourrait en faire qu'un seul. C'est possible, c'est possible. Ah, ça sera plus pour le truc, mais au lieu de demander chaque fois un coup à l'autre, et ainsi de suite, pour redoubler, on peut faire ça. Les taxes. Bon, les taxes, c'est pareil, on a déjà la taxe, la TVA, il faudrait déjà regrouper autour de la TVA, pas mal de trucs. Après, bon, certaines, il va falloir les garder, de toute façon, de manière ou d'une autre. On peut taxer autrement, c'est-à-dire regrouper les impôts, c'est-à-dire en avoir moins, et puis que ça soit clair au niveau de l'État, que ça soit très clair. Il y a la presse pour ça, il y a Internet maintenant, mais c'est pas clair du tout, parce que moi j'ai pendant 8 jours que sur Internet, on trouve, j'ai pas mal de trucs, mais pas tout. Ça c'est pour les impôts. L'Assemblée nationale, il y a 577 députés, il en fait 3, 4 par département. Moi je pense que 3 députés par département, c'est largement suffisant. Pour ce qu'ils font. Combien vous dites, monsieur? Comment? Au lieu de 4, combien vous proposez? 3. Excusez-moi, je n'avais pas entendu. C'est pour Non, si vous avez 577 députés, on peut réduire. Il en était question au gouvernement déjà pour commencer. Mais 3 par département, c'est suffisant. Voilà. Pour ça, ne vous inquiétez pas, je vous donne un papier. Ah, ça c'est sympa, ça. Réduire, bon ben, déjà le gouvernement, en réduisant son personnel, quand on pense que l'Élysée, il y a 929 personnes au l'hôtellerie pour les... Je vais pas tout remarquer là-dessus, mais plus 124 contractuels, ce qui coûte en gros, il y a 6 avions, un Airbus qui a été commandé par Sarkozy, il y a 6 Falcon et 3 hélicoptères. Je pense que ça fait beaucoup. Hein. On pourrait réduire ça. Des voitures, en tout il y en a pour 67 millions par an. En gros, c'est réduire le train de vie. Voilà. Leur train de vie, oui. Après, on peut parler des retraites. Bon, il faudrait réduire aussi le Sénat. Il y en a qui parlent de supprimer le Sénat. Il faut le supprimer, de le réduire. Les retraites, l'assurance retraite, un député, il a fait déjà, il a fait, vraiment, mais, non, enfin, disons qu'il y a en gros 80% des retraites de députés qui sont prises sur le contribuable, c'est pas sur leur cotisation. On pourrait supprimer ça, ça donnerait de l'argent. Il y a la retraite, il faudrait la mettre à 62 ans, puisqu'il ne parle que 62 ans, mais pour tout le monde. L'EDF pour sa retraite à 57 ans, voire plus bas, au moins 57 ans. Et il ne faut pas oublier que l'EDF, le contribuable, paye 1,4 milliard pour les retraités. Alors ça fait beaucoup aussi ça. Ils ont en plus, ils ont un train de vie pour l'EDF, on est tranquille, parce que 90%, 88% pour être précis, et ils sont exonérés ils payent que 10% en gros d'électricité en fait. Je pense que la SNCF, je n'ai pas été voir par là, ça doit être pas pareil. Je parle aussi de... Je ne sais pas combien que l'État français donne pour la contribution pour l'Europe, que l'Europe nous donne de l'argent pour l'agriculture, qui normalement devrait profiter à tous les agriculteurs. Mais il y a des députés et des sénateurs qui touchent une fortune, c'est-à-dire ils cumulent leur mandat avec l'argent de l'Europe. En fait. Il y en a un que j'ai mis là, qui était... Ça, ça a été vérifié par le ministre de l'Agriculture. Alors, il touche en tout 275 000 € de primes de l'État, de l'Europe en fait, quoi, avec son frère, avec sa mère et son fils. Hein. Alors qu'il y en a d'autres qui vont pour besoin d'argent, les petits agriculteurs, ils doivent pas. Très peu. Ça pourrait avoir ça. On va sur la retraite. Après, bon, je ne vois pas longtemps. Bon, on parle des migrants.
Les migrants, ça c'est la fois ça a toujours été pour, je suis pas forcément contre, mais on n'est pas obligé de les garder. On peut les aider, parce que ça dépend des pays d'où ils viennent, mais tous ceux qui viennent de l'Irak n'est plus en guerre maintenant. Alors ils ont besoin de reconstruire. On peut les aider, on leur les former, des trucs comme ça. Pour ceux qui se battent encore dans leur pays, on peut les aider au niveau de l'armée française, pour pouvoir se battre. C'est comme ça qu'on a fait derrière la guerre mondiale. Donc ça peut être fait ça comme ça aussi. Après, bon, il y aura beaucoup d'autres choses après à dire, mais enfin, je suis tout marqué là-dessus. Je vais juste interrompre le débat, puisqu'il parle de migrants. Vous savez qu'on en a énormément. Il y a 10 jours, on en a évacué 50. 2 jours après, je suis allé en sortir. Excusez-moi. Seulement, oui. On est fliqué. Oui, donc des migrants, on en a beaucoup. Donc, pardon. C'est une information qui est peu claire pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous dites évacuer. C'est-à-dire que les migrants qui sont chez nous sont en situation régulière. Un exemple. Ils ont été interceptés la première fois à Aix-en-Provence. Contrôle d'identité. Titre de séjour de 2 mois, 70 jours. Donc pendant 60 jours, où qu'ils se trouvent en France, ils sont dans la légalité. Et pour l'instant, tous ceux qu'on a contrôlés chez nous sont dans la légalité. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, je pense que là, c'est plus les lycéens qui peuvent en parler, aucun méfait sur la commune n'a été commis par les migrants. Aucun. Et les rapports de gendarmerie le confirment. Ils se tiennent à carreau, ils veulent se faire oublier. Réalisez qu'il y a 15 jours, tous les matins, on avait -2, -3 et ils couchaient pratiquement à la belle étoile. Alors pourquoi ils sont chez nous? Je m'arrêterai là-dessus. C'est parce qu'on a nos poubelles de plaine. On continue. Mardi, il y en avait 42 sur la... Oui, mais bon, c'est pas grave. Oui. C'était de quel pays, s'il vous plaît? Syrie, Irak. Essentiellement Syrie et Irak. Et c'est des jeunes. Et quand vous les voyez, sincèrement, vous avez presque envie de dire venez chez moi, il fait chaud. Même les hommes. Oui, et même les femmes. Pardon? Les femmes et les enfants. Alors, les derniers contingents, j'ai pas vu de femmes. Sur les derniers. Mais ils sont tous les jours sur la nationale à faire la route entre 10 Oui, et bon, les les- Oui, parce on que peut voir les enfants et les femmes à ce moment-là. Ils sont errants, c'est ça. non. Ah non, ils sont... Bon, ils veulent passer en Angleterre. Ils sont en transit et puis c'est tout. Leur but, c'est de passer en Angleterre. Donc, on sait. Ils doivent arriver par l'autoroute, ils doivent arriver, mais pas que. Parce qu'on est monté avec Michel Gérard là-haut, et on s'aperçoit que les routiers, maintenant, pour éviter qu'on monte dans leur camion, ils détachent la remorque, ils font demi-tour, et ils vont mettre l'avant du camion à l'arrière de la remorque pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Ils arrivent bien quelque part. Hein. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait des fois des petits camions bâchés qui passaient assez souvent. Voilà. Je sais pas. Les camions polonais, ça. C'est ça, polonais, roumain. Il y en a pas mal, hein, ça circule. Mais on n'accuse pas, parce qu'on ne les a pas pris. Excusez-moi, monsieur. Pour quelles raisons est-ce qu'ils ont été évacués? De leur pays. Non, d'ici, apparemment, il y a eu... Oui, c'est-à-dire que les services de l'État les amènent au plus près d'un centre de rétention. Il y en a un qui se trouve au Mans. Ils sont en légalité. Pardon? Ils sont en... Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ils sont dans la légalité, ils ont un certificat. Ah, pourquoi on les emmène à côté d'un centre de rétention? Eux, ils veulent partir plus loin. Eux, ils veulent partir. Oui. Ils ne veulent pas rester Parce ici. que ici, une commune comme la nôtre, j'ai dit la nôtre, secteur de Chevilliers, même Château du Loir, on ne pourrait pas accueillir ces gens-là. On n'a pas les structures adaptées. Au Mans, il y a un centre pour ça. Voilà. Mais je peux vous dire qu'ils vont passer une nuit au centre et le lendemain, ils ne sont plus là. Hein. Ils partent. Sauf que ce qui ne réalise pas, c'est que c'est difficile de rentrer en Angleterre, mais c'est encore plus difficile d'en sortir. On continue. Bonjour. Daniel. Ah, pardon. Monsieur. Bonsoir.
Je me présente, c'est John Mitchell, ancien informaticien en retraite, comme beaucoup d'entre nous, là, je crois, habitant à Vouvray-sous-Loire. Alors, tout d'abord, je rends hommage à tous les morts, blessés, mutilés, incarcérés suite à la politique macronienne, injuste et antisociale. Hommage aux Gilets jaunes qui résistent encore aujourd'hui, à la arnaque du grand débat. Des dizaines de sujets à discuter, je me restreins à 2 sujets qui ne risquent pas d'être soulevés par une autre personne ici, ou même en France. Mon premier sujet est sur la transformation massive économique de nos sociétés suite à l'informatisation sauvage, apportant un flot de chômage pour tous. Les robots et les machines informatiques travaillent beaucoup, sont très performants et produisent beaucoup de richesses, mais ne cotisent pas à la sécurité sociale. Il y a une concurrence déloyale entre les hommes et les machines. Je vous propose de rectifier cette situation en faisant cotiser les robots, les distributeurs automatiques, etc., à la sécurité sociale, selon leur capacité de travail. Même job, même cotisation. Cela va être une nouvelle recette financière pérenne en milliards, car demain, les machines informatiques vont être de moins en moins chères, de plus en plus performantes et surtout de plus en plus nombreuses. Alors, tapez cotisation rose entre guillemets ou taxer les robots sur Google pour plus d'explications. Mon deuxième sujet, c'est la nécessité de transmettre l'information au grand public sous la logique économique ignoble du NERU, l'acronyme pour Non-Accelerated Inflation Rate of Unemployment. Ce n'est jamais traduit en français, c'est regarder les termes américains. En bref, le NERU, c'est le chômage qui est maintenu par le BCE à 9% en France pour combattre l'inflation et mater les revendications sociales. Vous voulez des augmentations du pouvoir d'achat, des hausses de salaire. Alors, occupons-nous du chômage. En réduisant le chômage autour de 1%, les salaires augmenteront mécaniquement. La Grande-Bretagne, avec le Brexit, est l'exemple vivant de ce mécanisme. Après le départ important de travailleurs étrangers, les entreprises ont été obligées d'augmenter les salaires. Un bas chômage induit des augmentations de salaire, selon la logique de NERU et le courbe de Phillips. Ma proposition est de reprendre nos souverainetés sur la politique monétaire pour rejeter l'application de la logique du NERU et que nos entreprises ne soient plus mises en difficulté par des taux d'emprunte excessifs de la BCE. Si vous voulez en savoir plus, tapez NERU sur Google. Je vous remercie de votre attention et j'espère que mon accent écossais ne vous a pas gêné. Je veux bien parler anglais comme vous. Daniel? Je vais essayer d'être court parce que j'aurai 2 pages. Donc tu connais. C'est dans une et tu vas être 32. Non, je vais être. Pour moi, je suis un peu d'accord pour supprimer. Comment dire. On va parler. Moi, à mon avis, il faut déjà essayer de redonner dans la démocratie l'attention aux jeunes de voter. Ça, c'est très important. Comment donner l'attention aux jeunes de voter? C'est tout simple. Est-ce qu'on rend le vote obligatoire? Peut-être. Mais si on rend le vote obligatoire, il faut automatiquement tous les bulletins exprimés, c'est-à-dire les blancs et les nuls, comptent. Parce que si on regarde bien la dernière élection, entre l'abstention, le blanc et les nuls, c'était le premier parti de France. Oui. À plus de 25%. Oui. Donc si on veut une vraie démocratie, il faut que tout le monde puisse s'exprimer,
Et s'ils s'expriment, il faut compter dessus et noter le mécontentement des gens. Deuxième chose, si on veut éviter le bordel qu'il y a actuellement, il y a une chose qui est simple, et si on est en désaccord avec le gouvernement, avec les propositions ou ce qu'ils font, c'est tout simple. Hein. Il faut décaler, on a une présidentielle, 2 ans après, on fait les législatives. Et on n'est pas dans le bordel actuel. Si on est en désaccord avec le président, on l'exprime au niveau d'un vote. Ça, c'est mon opinion personnelle, enfin, c'est ce que je ressens. Alors, évidemment, diminuer le nombre de sénateurs et de députés, ça me paraît évident. Arrêter leurs privilèges, ça, c'est une autre question. Il n'y a pas que les privilèges des ministres, des présidents, il y a tous les hauts fonctionnaires, il y a tous ceux qui rôdent autour de ces gens-là et qui ont effectivement des jobs appropriés et même privilégiés. Les salaires exorbitants, logés avec le mobilier de France et dans le bâtiment de l'État. Alors supprimer aussi mettre les sénateurs et les députés c'est fait, sur les régimes spéciaux de retraite. Parce que si vous prenez les sénateurs, ils ne sont pas alignés sur le régime spécial des retraites. Ils sont à part. Comme vous savez. Et puis, il y a autre chose. Si on veut avoir du renouveau dans la classe politique, c'est de diminuer le nombre de mandats de nos députés. Si on leur met 3 mandats, au bout de 3 mandats, ils arrêtent, comme on fait dans d'autres pays. Hein. À ce moment-là, il faut supprimer les retraites aussi, parce que ça nous coûte cher. Simplement dire ceci, je pense que tout le monde a pu le constater, parce qu'on a un député qui est élu, pendant son premier mandat, il fait du travail. Pendant son premier mandat, il fait du travail. Et à partir du 2e mandat, il a tout compris. Voilà. Alors, ce que je pourrais dire, vous m'avez entendu, enfin, ce qui me côtoie un peu, m'ont entendu, j'ai toujours dit que ce n'était pas nos politiques qui dirigeaient, c'était les grands corps d'État. Et si vous avez regardé la télévision jeudi dernier, jeudi soir, il y avait une émission d'Élise Lucet sur les gens qui travaillent à Bercy. Aucun ministre, je dis bien, aucun ministre n'a réussi à avoir le salaire des plus hauts fonctionnaires de Bercy. Le ministre. Et 150. Oui, ça veut bien dire quand même qu'il y a une caste qui se protège. Alors, là, je peux parler en tant qu'élu. Je pense que Michel est dans le même wagon que moi. Ce matin, j'ai reçu une partie de la presse. Et je leur ai dit qu'avant, le travail de maire, c'était une occupation. Maintenant, c'est une fonction. C'est-à-dire que aux dernières élections, j'ai été élu. Gérard a aussi un petit peu de bouteille dans la fonction. Et d'un seul coup, est arrivée une profession. C'est-à-dire que, vu mes prédécesseurs et le travail qu'ils fournissaient, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas fait de travail, mais vu le travail qu'ils fournissaient, j'avais jugé normal de ne pas prendre toute mon indemnité. Et je peux vous dire que je le regrette. Je le regrette parce que c'est un emploi à plein temps, presque 24 heures sur 24. Ensuite, tout a changé. Tout. Et quand je dis tout, il y avait cette fameuse loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire, qui nous a mis en place des règlements, des normes. On ne sait plus où on va. Sauf que quand on demande quelque chose, c'est toujours là-haut que ça se décide. Quand on vous dit « Ah, c'est pas moi, c'est le maire », c'est pas vrai. C'est pas vrai. Lorsque quelqu'un vient me faire une demande de permis de construire, habitant, il veut venir habiter à Dissé, je ne vais pas quand même le refuser. Je dis « Mais oui, c'est là-haut que ça tranche ». Et là-haut, on lui répond non. Et quand il téléphone, on dit « Ah, mais c'est le maire qui n'a pas voulu ». Voilà. Ça, c'est les inconvénients du maire. Hein. Tu le savais avant. Hein. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Dénoncer plus, il faut dénoncer plus, il faut... Qu'est-ce que vous croyez que je fais? Non, mais je vous dis ça, pas pour, je sais pas, c'est pas une critique.
Je vais vous donner un exemple. Non, mais Jacques, s'il te plaît, c'est un débat. Si tu prends que la parole, ça ne va pas marcher. Vas-y. On soit d'accord. Parce que tu as 2 heures, tu nous as donné 2 heures. Voilà, si pendant que tu parles pendant 1 heure, on est mort. Donc je ferai, excuse-moi de te parler. Non, mais tu as raison, tu as raison. Je voudrais simplement aussi, dans les élections présidentielles, dans une élection, quand on regarde le nombre de listes de candidats, il faut peut-être diminuer et bloquer les listes à, par exemple, 5 partis. C'est peut-être pas la démocratie, mais on n'y arrive pas. Si on partage tout, pour moi, il y a 5 partis. Alors, il y a extrême gauche, gauche, centre, droite, extrême droite. Ça suffit comme ça, déjà. Si vous rajoutez le nombre de partis, ça divise encore les gens et ça fout le bordel. Alors pour moi, il faut limiter le nombre de listes de candidats aux élections, c'est tout. Légalement, tu ne peux pas. C'est pas vrai que tu ne peux pas. Le problème, c'est que plus tu vas diviser, plus tu vas... Alors tu vas me dire, c'est pas la démocratie, certes. Mais automatiquement, ça veut dire que tu as des partis qui se mettent dedans, qui font même pas 1%, qui perturbent le truc. Ça ne peut pas marcher, c'est ça. Ils ont le droit de le faire, ils ne peuvent pas le faire. Non mais, Gérard, je suis d'accord avec toi. C'est un point de vue que j'ai. On est là pour exprimer des points de vue. On verra comment. Je vais vous dire pourquoi il y a tant de partis. Parce que après les élections présidentielles, tous ceux qui ont postulé reçoivent des subsides de l'État. Ah non. Non, il faut faire un certain pourcentage pour recevoir. 5%. 5%. Non, c'est 5%. Voilà. Ça, c'est... Donc, il y en a peu qui ont fait 5% aux dernières. Voilà. N'importe qui peut se présenter comme président de Excusez-moi, je vais terminer rapidement. C'est lutter contre les niches fiscaux. Alors, certaines, j'ai pas dit toutes, mais surtout, l'évasion fiscale. On l'estime entre 60 et 85 milliards d'euros par an. Il faut peut-être lutter là-dessus. Parce qu'on alors, pour le pouvoir d'achat, c'est simple aussi. On n'a qu'à réduire sur les produits alimentaires de première nécessité. Au lieu d'avoir un taux à 5,5, on met un taux à 2 ans. Les travaux de réparation d'habitation pour les anciennes des habitations de plus de 2 ans. Le taux actuel, c'est 10%. On met un taux à 5,5. Si on veut vraiment avoir un peu de pouvoir d'achat, c'est ça. J'arrête là parce que j'ai la liste qui est pleine, je vois que les autres discutent comme ça. Excuse-moi Jacques de te dire ça. Tu as raison, il faut de l'argent pour vivre. De toute façon, on ne peut pas réduire les taxes. Hein. Oui, à un moment ou à un autre, il faudra trouver l'argent. Ils sont déjà déficitaires, rien que le coût de la fin de l'année. Macron est déficitaire. Encore de l'argent, 10 milliards, combien de On donne la parole à d'autres. Quand on parle de taxes, réduire les taxes, je vais essayer de canaliser mes idées. Les taxes, moi je crois que c'est un impôt le plus injuste. Excusez-moi, je me présente Lénard Johnny, 17 Secours-Sillon, aide-soignant sur l'hôpital de Château-du-Loir. Je crois que les taxes, c'est l'un des impôts, parce que pour moi c'est un impôt qui est le plus injuste pour la société. Tout simplement, c'est quelqu'un qui va gagner le SMIC, qui va gagner 1 000 €, si on lui met une taxe à 20% sur l'ensemble. Excusez-moi monsieur, de quoi vous parlez là? Des taxes. Oui, les taxes. TVA. Les taxes, c'est con, la TVA. Voilà, TIPP aussi. Je parlais de TVA. C'est vrai que tout le monde paye une TVA. Mais quelqu'un qui va gagner 1 000 €, qui va payer 20% de TVA sur ses achats, il lui reste 800 €. Quelqu'un qui gagne 20 000 € par mois, il y en a quelques-uns, il ne fera pas pour 20%, on va dire, on va faire pour 4 000 € d'achat en TVA. Pour sa nécessité quotidienne. Je pense qu'il y a des... Il restera davantage d'argent. Il lui restera beaucoup plus à la fin. C'est pour ça que je pense que l'impôt devrait être progressif et non pas dégressif. Tu ne veux pas le faire proportionnel au salaire, parce que si tu fais un impôt qui est proportionnel au salaire, quelqu'un qui gagne 1 000 €, si tu lui en prends 10%, il va lui rester que 900. Quelqu'un qui va gagner 5 000 €, il va lui rester qu'à 500. Il va lui en rester plus. C'est incalculable. Donc il faut faire, pour moi, il faut faire un impôt progressif, plus on gagne d'argent, et plus il faut être solidaire. Parce qu'en général, en plus, cet argent, on le gagne grâce au travail des autres, bien souvent. Je
Enfin, là, je pense aux grosses sociétés, je ne parle pas aux petits entrepreneurs, qui malheureusement, eux, sont suffisamment taxés et on leur tape dans tous les sens. Hein. Donc, voilà. Ah, mais je pense qu'on peut taxer les gens qui ont des dividendes, parce que ça c'est important aussi. Tout à fait. Qui ont d'énormes dividendes, d'accord, donc les actionnaires. Les actionnaires. Et puis et les actions, de plus, ils ne sont pas en France. Ils sont souvent dans les sièges à l'étranger, notamment en Europe. Il ne faut pas oublier que l'Irlande est un paradis fiscal. Tout à fait. Les Pays-Bas, c'est un pays. On est dans l'Union européenne. Et on a des paradis fiscaux en Europe. Le Luxembourg. Il y a la Belgique, il y a l'Italie, il y a énormément de pays autour de nous qui sont des paradis fiscaux. Si on ne fait pas l'Union européenne, on a fait l'Union européenne, et si on ne se met pas à un même niveau, on n'y arrivera jamais. Tout à fait. Jamais. C'est ça le problème qu'on a. Surtout pour les actionnaires. Monaco. Non, le Monaco, c'est pas dans le communauté européenne. Il en fait partie. Oui, non, il fait partie de l'Europe, mais c'est pas dans la communauté européenne. Il y a les TOM aussi qui font partie. Oui, oui, voilà. Et ça, c'est la France. C'est pareil. Ouais, non, je parle des TOM, territoires d'outre-mer, qui sont des gros paradis fiscaux, pour beaucoup qui ont d'argent. Les gens qui gagnent de l'argent en France. Voilà. Et c'est en France, quoi. Ça, c'est Obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Ceux qui s'enrichissent en France doivent payer des impôts en France. Non, mais ils investissent à Saint-Barthélemy et ils déduisent sur leurs Voilà, c'est ça que... Justement, il faudrait tout fondre la fiscalité en fait. Tout ce qu'ils investissent à Saint-Barthélemy et déduisent leurs impôts. Absolument. Ben oui, mais moi je suis désolée. Ouais, moi ça m'a choqué. Il est peut-être mort, mais voilà, ça m'a choqué. Ah oui. Parler de Johnny Hallyday. C'est vrai que toute la France est Johnny Hallyday. Il y a Gérard Depardieu, enfin, bon, il y a Danny Boone, il y a tout ça. Lui, il est belge. Il est belge, mais il gagne son argent en France. Si, je vous autorise. Non, mais moi je ne voterai pas. Monsieur? Oui, juste, Michel, j'ai voulu répondre sur le problème de la démocratie représentative. C'est vrai que Macron, en premier tour, c'était élu avec 18%. Et le deuxième tour, les gens, ils ont voté plutôt pour qu'ils ne voulaient pas. C'est-à-dire, ils ont mis un urne dans l'urne de Macron, mais je ne crois pas que c'était un vote pour Macron. Ça a toujours été comme ça. Hollande a été élu parce qu'on ne voulait pas Sarkozy. Oui, mais le problème, c'est que 20%, 18-20%, ça ne permet pas de casser la société comme il est en train de faire. Ça ne donne pas un mandat de faire n'importe quoi. Si on n'avait pas ce problème-là, on n'aura pas dans ce qu'on dit dans le bordel, ce qu'il a dit Michel, on ne sera pas dans le bordel aujourd'hui s'il n'y avait pas cette méprise de penser qu'il avait tout le pouvoir. Alors, au niveau des nombres de listes, moi, ça ne me gêne pas du tout parce que c'était très enrichissant d'ailleurs dans les élections. Mais je vous propose de penser, il y a un autre moyen de représentation qui est décrit par Étienne Chouard, c'est de pas voter pour les gens, mais tirer les gens par tirage au sort. Pourquoi ça? C'est parce que on constate depuis la Révolution, il y a la corruption. Prends le Canard enchaîné depuis 100 ans, on lit chaque semaine la corruption, le passe-droit, enfin, etc., etc. Ça ne marche pas. Notre système de démocratie, ça ne marche pas, ça ne marche plus. Les gens ne veulent pas. Alors, il y a une autre possibilité, ce n'est pas de forcer les gens de voter, je ne pense pas, parce que je ne pense pas que ça marchera, mais c'est plutôt de réfléchir à la possibilité de faire un tirage au sort où on a une représentation de la France au niveau de couleur, au niveau de riches-pauvres, au niveau de éducation. Et voilà, c'est une proposition alternative de voter. Ouais, mais ce qu'il faut faire, c'est des jeunes qui sont la relève. Qui demain doit voter? Les jeunes. Il faut qu'on emmène les jeunes au vote. Est-ce qu'actuellement on les emmène au vote? Je pense. Ils n'ont pas envie de le dire. Les futurs, c'est des jeunes. Votre futur, c'est des jeunes, c'est ça que je veux dire. Non, c'est ça que je veux dire. Les jeunes, c'est l'éducation qui compte. L'éducation, il n'y a pas que les professeurs et tout ça, il y a les parents aussi.
Il faut les donner envie. Il n'y a plus d'éducation auprès des jeunes, les parents ne font plus leur boulot. Ça, il faut le signaler. Eh oui. Il ne faut peut-être pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais non, quand on parle comme ça, Non, c'est très bien qu'on ne met pas tout le monde dans le même panier. Ce que je veux dire, c'est par contre l'idée que les votes blancs, Ça, c'est une autre question, on est je d'accord. pense que ça peut aussi aider les jeunes à avoir envie de voter. Oui. Attends, regarde, Gérard, Peut-être tu mets un une chose exemple. aussi qui faisait La du liste- bien la à une liste des certaine votes blancs, époque, c'est une à liste mon époque, politique. moi, c'est le service militaire. Hein. Il passe au premier tour avec 24 ou 25%. Tu obliges, à ce moment-là, de remettre des nouveaux candidats en place. C'est-à-dire que tu annules les listes avant pour mettre de nouvelles listes. Peut-être que ça changera la vie politique. Peut-être, on a toujours permis de On a, rajeunir. on a besoin de rajeunir notre Oui, mais j'ai malheureusement pas la sensation que les jeunes s'y approchent beaucoup. On peut rajeunir les personnes de vos années, parce que Voilà. pourquoi Macron est passé, c'est parce qu'il y avait tellement de listes. Ah ben c'est ça, il y a 11 listes. On a eu 11 listes au pays. C'est soutien, plutôt. Non, non, je pense que Macron est surtout passé parce qu'au niveau médiatique, La presse. Il semblait mener un 109. Il semblait mener un 109. non, il était sous Sarkozy, il était Tu sous l'as Hollande, choisi, donc tu l'as choisi. il y a quand même beaucoup de lois qui sont passées qui portent son nom. Il y a quand même beaucoup d'idées politiques, il y a beaucoup d'idées financières qui ont été mises en place par ce beau jeune homme qui était tout neuf dans la politique. Il est quand même porté par quelqu'un qui arrive à se faire élire sans avoir de parti, sans avoir, entre guillemets, d'argent. Il est quand même financé par quelqu'un d'autre. Et on sait très bien que c'est les lobbies derrière. Les banquiers. Est-ce que vous pensez que Mitterrand il a été élu Oui. sa propre problème. Il était financé par des groupes Par financiers. son parti politique aussi. Non, il a été financé par les groupes financiers de l'époque qui ont apporté un. Je pense qu'on s'éloigne du débat. On le voit le changement. Non mais ça revient, on s'éloigne du débat. Je pense qu'on s'éloigne du débat. On s'éloigne du débat, mais je pense qu'après, surtout, on rentre dans un principe de proportionnalité aussi au niveau des élections. Moi, je pense qu'on élit un représentant et non pas un maître. Je pense qu'il faut le rappeler aussi au bout d'un moment. On a voté pour quelqu'un, c'est pas parce qu'on l'a mis en place pour 5 ans qu'il doit tout décider pour lui tout seul. Si le peuple veut exprimer quelque chose, on va Le revenir. peuple l'a exprimé en lui donnant une majorité. Les premiers qui doivent s'exprimer, c'est sa majorité. Si sa majorité n'est pas capable de s'exprimer, pour moi, c'est grave. Oui, mais enfin, la majorité, comme on dit, C'est les gros dilots. avec 21% des voix Il y a au une premier majorité. tour, de 50% des Sa majorité n'est pas forcée de le suivre si elle pense que... la majorité, ce sont des gens qui ont été mis en place en Les espérant législatives sont 2 mois ou 3 mois après les présidentielles. Un mois et demi. Un mois et demi. Après, il faut revenir comme avant. Comment est-ce qu'un président il peut Comme pas disait avoir C'est Jospin. peut-être le choix plus jumelé. Ça, c'est Jospin qui l'a mis en place. Ce qu'il faut aussi, c'est que Pouvoir passer. nos responsables politiques Toujours pareil, respectent la loi du Ah oui. En 2005, les élections européennes, on a voté contre, la majorité, au référendum. On va faire Et puis en 2007, on a fait voter le Parlement pour approuver ce que le peuple avait rejeté. Alors, bien, quand il y a une telle politique qui se fait, il ne faut pas être surpris que les jeunes ne veulent plus voter. J'ai dit, on se fout. Dans le même principe, la loi El Khomri qui est passée avec le 49.3 en force parce que le peuple n'en voulait pas, les députés n'en voulaient pas et on le passe en force au 49.3 en disant je suis le maître, je décide. Alors normalement, si la démocratie est bien faite, on a la Chambre des députés, on a le Sénat. Le Sénat, normalement, est un contre-pouvoir. Mais est-il vraiment un contre-pouvoir en France? Je ne crois pas. Alors, donc c'est pas un contre-pouvoir. Donc le problème contre-pouvoir. Le Sénat est surtout en charge d'ailleurs de la ruralité. Oui, mais c'est plus, ça a été voté pour un contre-pouvoir, c'est ça, à la base. De toute façon, on ne va pas changer de gouvernement ni d'assemblée tous les 8 jours. C'est pas possible. Non, enfin, là, c'est quand même Non, mais attends, vachement loin. le mieux, les sénateurs, on ne les vote pas. On ne vote pas. On est pour, on est pour. C'est que les grands C'est élections. justement les ça. grands électeurs. Il faut qu'on puisse discuter, il faut que tout le monde discute, président tout le monde coûte cher. rapporte. À condition que ça remonte jusqu'en haut. On peut continuer le débat là. Si ça remonte jusqu'en haut, ça sera bien déjà. Après ça va nous prendre des décisions. Il a parlé d'un référendum, il le fera peut-être, je ne sais rien. Mais pour le moment il s'agit de. C'est les propositions qu'on a à faire, c'est tout. Hein. Il ne faut pas dire, lui, il vont bien, il faut bien. On l'a. On ne va pas en changer tous les jours, il nous coûte 6 pages, un de plus à payer. Alors, ça coûte 63 000 € par an, tout de suite. Il a 40 ans, on va payer longtemps. Hein.
Ça coûte cher. Donc il faut mieux le garder, de toute façon. On n'a pas voulu des autres, on ne va pas le garder. Mais maintenant, il faut qu'il fasse son boulot, c'est tout. Ça rejoint la question de Pierre tout à l'heure, il a raison. Du train où vont les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut revoir le système des ministres aussi, parce qu'un ministre, pour parler de l'éducation, à chaque fois il change de ministre de l'éducation, à chaque fois il change tout. Et les jeunes qui manifestaient à Chanteloup-du-Loir, je me suis arrêté, j'ai discuté avec eux, ils se plaignent de ça. On change le bac, on change le moi je pense que ça doit être local. Il y en a. Là-haut, c'est local. On change c'est pas les lois tous c'est les les gens qui vivent dans la commune ou dans la ville. Parce que sinon, là-haut, c'est. Je veux dire, oui, mais après, je veux dire, au niveau local, mais pour plein de choses, hein, pas simplement pour l'école. Hein. Bah oui. De toute façon, on va changer tout à chaque fois. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas envie de rester dans leur commune. Hein. Oui, moi je dirais simplement qu'on vit encore sous la royauté, qu'on le veuille ou non, c'est la royauté. C'est-à-dire que ce qui a été établi il y a 150 ans est immuable. Et les gens qui votent les augmentations, les députés, on ne voit pas le député dire je veux gagner moins. Donc, ils font passer ce qu'ils veulent. Non, c'est trop, pas. Il y en a un qui gagne moins, il gagne le SMIC. Ah mais oui, c'est vrai. Ruffin. C'est vrai, quand a été instituée en 89 la CSG qui était de 1%, peu de temps après, on a vu paraître dans le journal officiel l'augmentation de 1% des salaires des députés et sénateurs. C'est pour les acheter, ça. Oui, justement, c'est là qu'il faut voir, c'est les économies à faire. Il ne faut pas parler de supprimer les taxes, supprimer tout, on ne peut pas les supprimer, c'est pas possible. Il faut faire des économies. On peut faire des économies, beaucoup d'économies. Il y en a des économies à faire. Des économies. On prend un député, par exemple, à part son salaire, à part sa prime de fonction, qu'ils appellent, à part ces trucs pour avoir des collaborateurs, s'il en a besoin. C'est quand même 8 000 € quand même. Bon, l'avion gratuit. 40 allers-retours. Hein. Oui, non, mais on va pas rentrer dans le la voiture, il faut prendre une voiture pour faire du haut. Attendez, je vous pose une question. Moi, j'étais à Paris, je n'ai pas été longtemps, mais suffisamment quoi. L'Assemblée nationale, elle se trouve place de la Concorde, bref, dans le 7e arrondissement. Vous croyez que le député qui est dans le 8e arrondissement et dans le 7e arrondissement, il a besoin d'avoir un ticket d'avion, un ticket de train, de taxi, peut y aller à pied. Entre l'intérieur et l'Élysée, il doit y avoir 300 mètres, c'est tout. Je les ai fait tous les deux. J'ai travaillé à la Poste à cette époque-là. Tu as été député? Non, je n'ai pas été député. Est-ce que le député doit décider de leur propre salaire? Les députés, ils votent leur propre salaire, leurs propres avantages. Est-ce que c'est normal que les députés peuvent dire je fais bien ou pas bien, moi je m'en fiche, mais je m'en donne les augmentations. Parce que c'est comme ça passe en France. Hein. Surtout qu'ils touchent leur retraite, ils ont le droit, c'est eux qui votent. Que le contribuable le paye. C'est pas normal. Je veux dire, nous, si on fait mal le travail, on est viré. Enfin, je veux dire, voilà, je suis désolée. Voilà, hein, là, quand vous regardez en ce moment le tableau, c'est ça. Les congés spéciaux, c'est les hauts fonctionnaires, on les met dans des placards, ils continuent à toucher leur salaire, ils tombent leur touche. En plus. C'est ça. On parle des parlementaires, mais M. Claude en a parlé, c'est paru en antenne 2, envoyé spécial. C'est les hauts fonctionnaires qu'il faudrait modifier. Parce que ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Ce sont eux qui font les décrets, ce sont eux qui font les lois. Ce sont eux qui font tout ça. Et aujourd'hui, ils touchent plus de 20 000 € par mois. Revenu là-dessus. Hein. Pardon? Ils peuvent taxer sur le revenu. Hein. N'oubliez pas que, par exemple, celui qui va gagner au loto, par exemple, à l'euro-million, hein, il gagne, je ne sais plus, 50, 60 millions, j'en sais rien. Enfin, disons, il place cet argent-là, il va toucher 4,5 millions, il n'aura qu'1 million pour lui. Le reste va à l'État, en taxe. Pourquoi que les riches n'ont pas la même formule? On taxe à 75%. Si vous gagnez au loto, vous êtes sûr de taxer à 75%. Ils font les décrets puis les impôts. L'impôt sur le revenu, ça doit regrouper l'impôt sur les avocats, et puis ça parle dégressif du départ. Il faudrait aussi la suppression des avantages aux anciens présidents
C'est une obligation. Tous. On a rien aussi. Non, il y a des obligations qu'on doit mettre en place. On peut pas retirer des agents de sécurité à des anciens présidents. Ça n'a rien à voir. Moi, je dis, par exemple, Voilà. quand ils font Ceux-ci font le des notes, etc. Oui, ça je suis d'accord. Mais voilà, il y a des trucs qu'on peut pas retirer. Je considère que s'ils donnent de l'argent pour la récupérer, ils ont déjà donné trop. pour eux, ils sont à vie. C'est dans leur tête. Ils n'ont pas de notion, c'est pour défendre un tel, un tel. Ils défendent d'abord leur propre majorité déjà, et leur propre personne. C'est des salariés. Des salariés de l'État. Non, à nous. Oui, à nous. Tout à fait. À nous. C'est nous les patrons. Je suis d'accord avec toi. C'est le contribuable qui est le patron. Donc ça devrait être clair, net. Et c'est ça pourquoi il faut le RIC, parce que le RIC va permettre de revoquer une personne qui est corrompue, qui travaille mal. Enfin, il y a des moments. Si on avait eu le RIC aujourd'hui, on a dû voter pour un président qui est incapable, qui fait des bêtises, et on n'aura pas tous ces problèmes. Il faut qu'on ait des possibilités pour pas manifester à chaque fois qu'on y fait des bêtises. Il faut qu'on ait les moyens de voter pour dire stop, on ne veut plus de toi. Un salarié, on va le virer parce qu'il n'est pas bon. Alors il faut qu'on ait la même chose pour le président. Ben oui, mais il faut que, quand il y a des hommes politiques qui sont condamnés pénalement à une inéligibilité, ils se représentent aux élections, les électeurs les élisent. Alors, il faut peut-être apprendre aux électeurs à voter. Hein. Il faut peut-être apprendre aux électeurs à voter. Hein. On en connaît Vous en beaucoup avez dans les combien Hauts-de-Seine. qui ont été condamnés pénalement et ils se représentent pour les élus au premier tour? Moins on changera de président, moins ça va être pas cher. On va pour les choisir, pour les mettre à 80 ans. Seulement, je reviens un petit mot là-dessus, puisque sur le référendum d'initiative citoyenne, sur le papier, ça présente pas mal d'avantages et d'intérêts, je pense pas mal. Là, le sujet, l'exemple que vous donniez, vous savez que quand on est exécutant de la politique, parce qu'à un moment donné, la politique, ça s'exécute, il faut faire quelque chose. Ça ne part pas simplement les opinions. On est certain de contenter les uns et mécontenter les autres. Toujours. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que vous allez déterminer le référendum, puisque de toute façon, personne ne sera toujours d'accord avec ça. Oui, mais c'est sûr qu'avec 18%, tu ne peux pas faire ce qui se fait actuellement. On ne peut pas faire la caste de la société. Parce que là, vous avez 20% pour et 80% contre. Alors ça, c'est sûr que ça ne marche pas. C'est pas tout à fait juste, parce que celui qui s'est fait élire, il avait un programme, il l'a annoncé dès le début et il a tenté de l'appliquer. Donc ceux qui ont voté pour lui au deuxième tour connaissaient ce programme. Ils ont voté contre Le Pen, c'est tout. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Ils ont voté pour qui ils voulaient. Parce que le système est mauvais. Entre la peste et le choléra, faut-il choisir? Voilà. Ils ont voté au premier tour pour lui, les 21,4%. 18. Au deuxième tour, il y a des gens qui ont mis ce bulletin dans l'urne pour éviter Marine Le Pen. Donc, la méthode française est une méthode extrêmement artificielle pour dégager une majorité en n'en gardant que de 2. Et on dit, ben voilà, c'est vous qui êtes majoritaire, et ensuite, il peut faire, quel que soit celui qui est élu, il peut faire cocorico, j'ai une légitimité de plus de 50%. Or qu'en fait, il ne l'a pas, puisque c'est au premier tour qu'il faut compter. J'ouvre une petite parenthèse, je vous invite à regarder un jour sur Internet d'autres méthodes de vote qui s'appellent le vote à mention majoritaire. L'idée est la suivante, on n'a pas le problème de plein de petits candidats. Pour chaque candidat, chacun doit dire oui, il est très bien, il n'est pas terrible, ah non, il ne me plaît vraiment pas, etc. Donc on grade chaque candidat indépendamment des autres. Et ensuite, il y a une technique, en un seul tour, pour sortir celui qui contente au mieux les gens. Il n'y a pas ces histoires de je vais négocier entre monsieur machin, le parti truc, et puis je te désiste, je machin. Il n'y a pas. Tout le monde donne son avis et il y a un système qui permet d'obtenir celui qui contente le plus. En
termes de programme, évidemment, et pas de nom, parce que moi, je vote pour un programme. C'est tout pour moi. Le seul problème qu'on a, c'est pas faire la présence énorme des partis politiques. C'est ça qu'on a, c'est que Premier ministre, il bloque une liste, et comme tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi, le seul problème, c'est les partis politiques en France, qui veulent une majorité. Regarde bien, dans les communes, si je ne me trompe pas, Jacques, de plus de 1000 habitants, qu'est-ce qui est présenté? Une liste électorale. Une liste électorale. Donc on peut varier le nom. Mais souvent, c'est politique. Rien qu'au niveau des mairies. Comment veux-tu déjà qu'à partir de là, ça fonctionne en haut? Tu vois ce que je veux te dire? Il faut peut-être, à la base déjà, revoir le problème au niveau des mairies. Qu'on ait des listes vraiment apolitiques. Sans parti. Au moins, peut-être qu'on aura plus d'écoute. On ne peut pas comparer une commune à l'État, hein, c'est pas pareil. Non, mais attends, ça fait un problème. Oui, on peut appliquer le même système à tous les endroits, à tous les strates s'il est bien fait. Personnellement, on vote à personne, c'est tout. Je ne vais pas regarder quel parti politique il faisait, de toute façon. Tu es aussi bien à droite qu'à gauche, puis le Front National, c'est longtemps. Pardon? Vous votez un maire par rapport à son parti politique ou par rapport à son programme. Vous habitez dans votre commune, vous voulez que la commune avance, vous votez pour son parti politique ou par son programme? Nous, ça ne se pose pas dans les petites communes. Dans les petites communes, les questions ne se posent pas. Voilà, les petites communes, ça se pose pas. Les communes plus conséquentes, en général, c'est par secteur. On a voté les personnes, nous, c'est tout. Les personnes physiques. Oui, parce que c'est le système de la commune de moins de 1000 habitants. Bah, dans les grosses lettres, sociaux, au Mans, on touche autre chose. Je dirais, c'est vrai, On ne peut pas faire pareil pour l'État, c'est pas possible. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec des hommes politiques de gauche et de droite. J'ai eu des dictateurs à gauche, j'ai eu des dictateurs à droite. Alors, vous savez, hein, je me ferais pas l'apôtre pour dire quel parti voter. Je dirais c'est plus l'homme au niveau local, la personne, pas l'homme, la personne locale qu'il faut prendre en considération et non pas l'étiquette politique. Au niveau national, oui, au niveau local, non. Et encore au niveau national, non. De toute façon, depuis la 5e République, on a toujours un système politique. De toute façon, il n'y a que De Gaulle qui a été élu par lui, par ce personnage. On peut encore parler de 5e République. Et là, le but, c'est pas de savoir qui c'est à droite, la gauche, le centre, qui c'est de savoir quoi faut qu'il fasse, c'est tout. C'est ça qu'il nous a demandé. Hein. Monsieur, donc Claude Vérac, je suis à lycée depuis 1 an et demi. Donc je ne connais pas beaucoup de monde, je m'excuse, mais donc je ne représente que moi-même ou presque. Oui, c'est ça que je veux dire. Là, pas tout à fait, puisque ma voisine, Madame Bretonneau, ne pouvant pas venir aujourd'hui parce qu'elle a une obligation familiale impérieuse, mais ayant été prévenue un petit peu tard cette assemblée se tenait. Bonsoir tout le monde. Elle m'a demandé d'éventuellement faire un petit peu état de ce qu'elle aurait dit. Qu'elle avait dit. En gros, elle dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et là, encore une fois, il ne s'agit pas de politique ni de direction. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce groupe humain qui est le lycée se parle plus, vive plus ensemble, qu'on retrouve quelque part cette connivence, cette amitié qu'il y avait autrefois, à l'époque où il y avait... des bistrots. Voilà, exactement. Les zones de jeunesse. Mais il faut le dire. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut créer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Les gens de lycée le savent. Je fais des vœux, j'aimerais qu'il y ait un bistrot à lycée. C'est là qu'on refait le monde. Ah oui, ça c'est là qu'on bien. refait des discussions comme ça. Tout à fait. Nous, la discussion là-haut, on l'a derrière le calier à Leclerc. Si on a Leclerc. Enfin, par contre, quand vous regardez ici Leclerc, il a le monopole de tout. Quand vous regardez ici Leclerc, ils font comme si c'était vraiment un super... Mais c'est un monopole. Oui, non, mais justement, mais regardez les petits commerces. Quand vous regardez Château-du-Loir, moi j'ai connu Château-du-Loir par le biais de... Parce que je ne suis pas du tout originaire d'ici. Par le biais de Son et Lumière du LUD.
Il n'y avait pas l'autoroute. J'avais trouvé ça magnifique. J'avais dit, oh là là, mais c'est superbe. Et là, maintenant, quand je vois Château du Hard, je me dis, mon Dieu, quel changement. Il ne faut pas aller au Lude, là. Non, mais pour vous dire, bah oui, ça n'existe plus maintenant. Et tu cherches son lumière, il a son blanc. là, c'est pareil. Enfin, je veux dire, les petits commerces, etc. Château du Hard, il y en a pratiquement plus. Je réagis juste à ton intervention. Je rappelle qu'à Jupy, il y a un café associatif qui s'est monté. On est 52 propriétaires. D'ailleurs, les parts sont ouvertes. Si vous voulez nous rejoindre, on a des travaux à faire. Je ferme la parenthèse. Mais je pense que des initiatives comme ça, il y avait une opportunité, hein, mais des initiatives comme ça peuvent vivre. Et il y a un projet qui se fait près de la Chartre. Enfin, allez-y. Mais une filiale de Jupy ici, non, il n'y a pas de filiale, il y a des copinages. Juste un petit mot pour sourire, mais en même temps c'est amusant. Et j'ai vu que quelque part en France, je ne sais pas où, des gens ont imaginé de créer un bistrot mobile, c'est-à-dire qu'il est un jour à l'essai, le lendemain à Saint-Pierre-Chevillier. Et ça marche. Je ne vois pas discuter que d'un camion qui a dit. C'est mieux que rien. Donc, un bus aménagé, ça a été fait en Côte d'Armor. Bah oui, ça fait. Je voudrais quand même qu'on parle au niveau territorial des services de l'État. Je vois que cette réforme territoriale qui est à l'origine de la désertification des départements, ça c'est sûr, vers des mégapoles régionales, donc pour lui c'est Nantes, et qui crée des monstres technocratiques, chronophages et surtout budgétivores. Ça je peux vous garantir, que ça, il faut regarder au niveau de la région, au détriment des départements. C'est-à-dire redonner aux départements la gestion économique. Et non, c'est Nantes qui décide de la gestion économique des sociétés. Ce n'est pas le département. Donc ça veut dire qu'il a tout intérêt à Nantes d'implanter des industries là-bas, ou des entreprises là-bas. C'est-à-dire qu'on est en train de désertifier tout le monde rural pour créer des mégapoles régionales, et on appauvrit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt on ferme des écoles, on ferme des classes d'école, on va peut-être fermer des hôpitaux, des maternités, enfin tout ce qui rejoint la désertification, quoi. Mais ça c'est anormal que le point économique parte à Nantes. Anormal. Ça c'est mon point de vue. Redonner de la puissance au département. C'est ça que vous voulez dire. Oui, redonner un pouvoir. Un pouvoir décisionnel et tout ça, c'est important. Je résume. Oui, vous avez fait. Non, mais c'est-à-dire, Détruire la loi NOTRe. je partage totalement. Il existe au niveau du département, hein. Pas vous faire d'illusions. Hein. Le département de la ville du Mans, oui. Hein, c'est-à-dire que le gros veut toujours bouffer le petit. Je résume. J'en ai d'autres. Si je peux répondre à ça au niveau de le problème du département commune, en fait, c'est mon analyse. C'est en fait il y a un souhait pour débarrasser les communes. On veut pas, l'Europe ne veut pas les communes. Dans le truc de Maastricht, c'était prévu qu'on fait disparaître pour les grandes entités. Et si on écoute les technocrates de l'Europe, il va toujours des grandes entités, les mégapoles et tout ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ça qui est mauvais. Avant, il y a 6 mois, je dis encore pour l'Europe, je dis pour mon Europe, pas l'Europe, ce qu'on a là, malheureusement, depuis longtemps. Mais aujourd'hui, maintenant, je veux sortir de l'Europe parce que je vois qu'il y a une action délibérée pour débarrasser de merde, débarrasser des communes, pour donner des pouvoirs à l'intercommunalité, pour mettre plus haut, pour qu'on éloigne les citoyens des points de décision. Et je pense que c'est important de prendre ça en compte pour l'Europe, parce que cette Europe-là, surtout c'est l'Europe de le chef là, qui vante, qu'il est tellement content avec, ça va aller contre nous. Ça va contre nous déjà. Détruire la loi NOTRe, tout simplement.
La loi NOTRe, c'est sûr. Voilà. Bah, c'est ça, hein, toutes les concentrations là. Ils veulent fermer des maternités qui fonctionnent. Oui, puis avec des sociétés bien déterminées, avec des grosses sociétés, on fait des... regardez l'eau, regardez les ordures ménagères, tout ça c'est des grandes sociétés qui sont en bourse d'ailleurs, ok, qui touchent des dividendes, et on ne touche pas aux dividendes de ces sociétés-là. C'est normal. Donc gardons une fonction publique alors. Il faut que les municipalités reprennent la gestion de ce genre de choses, c'est possible. Ça devient difficile. Hein. Enfin, il y a beaucoup de millefeuilles, hein. Beaucoup. Avec succès. Oui, c'est un pouvoir politique, c'est la politique. Ouais. Savoir si les politiques veulent gérer ces services ou c'est plus facile de confier ces services à un prestataire. Si ça fonctionne mal, dire c'est le prestataire. On lui fout tout sur le dos quand ça grogne, que si c'est la collectivité qui gère le service, eh bien, à elle de faire que la prestation du service soit de qualité et de prendre en charge. Mais il faut que la collectivité décide de le prendre. On peut être les eaux, hein, il y a des communes qui gèrent la flotte, il y a des communes qui gèrent les déchets des ordures ménagères, hein, qu'on va le prestataire, et ça c'est un choix politique. Hein. Et l'énergie. Maintenant, ça se fait au niveau des cantons, l'interco et tout. C'est-à-dire qu'on a recréé. Les communes ne sont plus décisionnaires. À la fin. Il reste une demi-heure. Je suis d'accord avec toi. La communauté de communes, elle a ça dans ses compétences, les ordures ménagères. Soit elle le gère, soit elle confie donne une délégation de service public. C'est des choix, hein. Des choix politiques. Hein. Non, moi après, j'ai juste une question, c'est comment est-ce qu'on peut redonner le pouvoir aux élus. La parole, non, pas aux élus, la parole aux citoyens. À part un référendum d'initiative citoyenne le référendum, comme il y a en Suisse, hein, il y a avoir un référendum local, un référendum en Suisse, c'est vrai qu'ils sont souvent rendus aux urnes, mais bien, ils votent, hein, et puis ça passe ou ça casse, et puis c'est bon, hein, et puis voilà. Ça crée un renouvellement de la classe politique, c'est pas mal. Automatiquement. Ça donne un contre-pouvoir. Ouais, c'est ça. Il y a des référendums d'initiative locale. Local, régional et puis national. Regardez, vous m'excuserez, mais on nous a fait chier pendant 8 mois sur le mariage pour tous. Si on avait refait un référendum, en 2 mois, c'était réglé, on n'en parlait plus. Voilà. C'est tout. Une journaliste de la télévision suisse expliquait que eux ils font ça, ils votent tous les 4 mois, que c'est pas parce qu'il y a un référendum tous les 4 mois que vous êtes obligé d'aller voter, parce qu'il y a des thèmes, et si vous n'êtes pas concerné, vous laissez les autres décider pour vous, donc ça c'est un bon point. Et l'idée, la modification politique, c'est que les gens qui construisent les lois, puisqu'ils savent que quelqu'un peut demander la remise en cause de la loi qu'ils vont pondre, ils travaillent beaucoup dans le consensus pour essayer de... Oui. Ça ne sert à rien de faire une loi de rupture, de façon à... Parce que s'ils font une loi de rupture, elle va se faire bouler. Donc, il y a un mécanisme interne qui fait que les lois sont beaucoup plus consensuelles, il y a un vrai travail consensuel, de façon à ce qu'elles ne se fassent pas bouler derrière. Et de temps en temps, il y en a qui se font bouler, des lois, et ben c'est pas grave, ils la réécrivent, ils la refont autrement. Voilà. Il y a autre chose ici. En Irlande, je crois, là récemment, il y a eu deux référendums qui sont passés et dont le résultat a été étonnant, parce que tout à fait contraire à ce que vous pouvez imaginer, l'un concernait le mariage pour tous et l'autre l'avortement, dans un pays catholique extrêmement important. Mais j'ai cru comprendre que ces référendums avaient été préparés par une très très longue délibération des gens dont certains avaient été tirés au sort. J'ai vu ça. Enfin, donc, les référendums, c'est pas mal à condition que ça se passe avec soin et qu'on ne soit pas démagogique et qu'on dise d'un seul coup tiens, je veux ceci ou je veux cela venant du ciel, venant simplement de l'opinion d'un petit groupe humain par rapport à un autre groupe, etc. Il faut qu'il y ait quelque part, ça
ça vienne. Jusqu'ici en France, le référendum, il a été assez mal utilisé. De Gaulle s'en est servi pour se fortifier lui-même. À chaque fois, il posait une question où il était sûr que la réponse serait oui. Et la seule fois où il a été battu, c'était justement, curieusement, pour quelque chose qui était plutôt bien pour la nation. Oui, tout à fait. Et il a été battu. La décentralisation. La décentralisation. Donc, vous voyez pourquoi le référendum est quelque chose qui est quand même dangereux, puisque, voilà, parce que quand on a un référendum, celui qui le présente, on vote en fonction de celui qui l'a voté. C'est aussi parce qu'un référendum avec 50% d'abstention, ça ne sert à rien. Oui. Là, le référendum d'initiative citoyenne, en fin de compte, il faut qu'il soit demandé au moins par 800 000 personnes. Ce n'est pas un citoyen qui va demander un référendum. C'est quand même une grosse majorité. Donc, 800 000 personnes, c'est une toute petite majorité. Oui, c'est une petite majorité. Il faut déjà les C'est avoir. déjà beaucoup. Je rappelle déjà qu'il n'y a aucun parti politique. Ah, mais dans d'autres pays, une seule personne peut remettre en cause le budget. 800 000 adhérents, 800 000 personnes qui cotisent pour être adhérents. Et ça marche. Et il y en a qui le font. Oui, mais déjà, au moins, c'est des gens qui se sentent investis par une idée politique, au moins. Je pense que ça peut être... Déjà, rien que pour discuter, si vous voyez le nombre qu'on est par rapport aux deux communes, là, les personnes. Un référendum, c'est pareil. Il n'y a que ceux qui ont le courage de noter, marquer et puis de donner ici, là, où sinon on le fait passer sur Internet. Si on ne fait passer par le journal, le droit. Il faut plein, monsieur, pourquoi. Ça va, c'est leur sortie. Regardez la Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est vrai. Bon, je pense qu'il y aura les 90 km/h. Et 150 sur les autoroutes. Là, par contre, moi, je trouve que la classe politique est vraiment en spectacle. Là, c'est vraiment du spectacle. Là. Il y a les européennes dans un mois. Des systèmes qui fonctionnent, on parle en Suisse, en Islande, en Scandinavie, il y a des systèmes qui fonctionnent. Et nous, comment on pourrait arriver à ce genre de système-là? Parce que là, on est fisqué, on est payé des points de vie. Là, on est encore obligé de supporter notre président jusqu'à la fin de son mandat. Et après, on va en élire un autre qui repartira sur la même base. Est-ce que s'il y en a un autre, c'est important, ce qu'on disait, c'est d'aller voter. Non. Si les gens ne vont pas voter, Non, merci la peine. Hein. Juste une solution simple. Quand on part du principe en disant de toute façon j'y vais pas, ça ne changera rien. Voilà, bon, c'est tout. À un moment, il faut aussi quand même que les gens soient adultes et responsables. Moi, je m'aperçois que malheureusement, notre jeunesse, elle est C'est pas pour ça. y compris mes petits-enfants. On a très peu de... On arrive à avoir des discussions à table parce qu'on interdit ça. Sinon... allez dans le... Prenez le tram au Mans, vous avez 8 personnes sur 10, adultes compris, qui sont là. Voilà. Ah oui, c'est la maladie. Mais moi, je regarde le résultat du volet. On s'en fout, c'est plus. C'était juste pour dire, il y a une solution simple qui est appliquée dans d'autres langues. Votre nom? Léonard. Donc il y a une solution simple, c'est la droite de remise en cause des budgets. Et ça, c'est appliqué dans les Länder en Allemagne. Et une seule personne peut le faire, à condition qu'au niveau comptable, il ait amené tous les éléments montrant que ça ira mieux. Et ça, c'est fait. Oui. Mais après, voilà, ça passe devant des commissions, et il faut que ça soit vérifié. Mais une personne peut le faire avec l'aide de 100. Et là, c'est un moyen de contrer. Le seul problème en France, c'est qu'on vote des budgets, mais on les respecte jamais. Ben, c'est pour ça. Mais les budgets, ils sont contrôlés par qui? En dehors de l'État. Ouais, mais la Cour de compte, c'est qui? C'est pas des indépendants. Et un citoyen ne peut pas le faire. Voilà, c'est ça. Non, mais elle n'est pas suivie. Mais sans parler du gouvernement, en parlant de certaines mairies qui ont fait des erreurs ou autres. Voilà. Non, mais quand on a les chiffres devant, voilà, qu'il y a un moyen de contrôle, c'est mieux.
Et là, on ne l'a pas actuellement. C'était juste ça. Après, juste pour avoir un ressenti général, c'est peut-être un gros mot. Les Français, quand ils veulent, de toute façon, les Français, ils disent Amen, mais non, ça sort pas. Comment on fait? Moi, je m'en fous, mais à partir du Amen, c'est ça. C'est l'interrogation. Oui, ça paraît pas les riches qui juste, payent, mais les bon, riches qui après, payent c'est gros une pour tout goutte le d'eau pays. dans Oui, il peut y avoir 4 le milliards, gage, c'est pas beaucoup. C'est vraiment une petite goutte d'eau. Il y a les privilèges, ouais. Il y a cette Bah, il faut, ISF. enfin, Le CICE, 40 milliards. font tout le système en fait compte. Ce qui lui Niches fiscaux, fiscales qu'on aurait dit. Les GAFAM, tous les gros, les Big Five, quoi. Oui, il y a Google, Amazon. Les majors. Les GAFAM, c'est en train d'être voté, ça. Ouais, tous les sièges, ils sont arrivés. Ouais. Ben, c'est ça qui prête. C'est pour ça. Apparemment, 5%. Il y a pas grand-chose. Ouais, mais 5% de quoi? Combien qu'il en reste? Voilà. C'est que personne n'est d'accord pour appliquer ça, parce qu'il a peur que le voisin, le pays voisin, en profite pour être plus puissant que lui. Il n'y a pas d'accord européen pour payer les GAFA. Et pourtant, ces grandes sociétés auraient tout intérêt à ce que l'Europe soit de leur côté, parce que c'est leur premier marché. L'Europe, c'est ce qu'il y a de plus gros au monde. C'est même plus gros que la Chine, sur le plan, pas en nombre d'habitants, mais en richesse. Très riche. Donc, les GAFA, ils gagnent leur pognon en Europe, et donc ils ont intérêt à s'entendre bien avec l'Europe. Et ben, pourtant, l'Europe n'a pas les moyens, n'arrive pas à se Elle ne se donne pas les moyens. Elle ne se donne pas les moyens. Il n'y a pas une volonté européenne. L'Europe, on l'a mal faite aussi. Si, On ne va pas la faire comme ça, l'Europe. il y a une volonté européenne, par exemple, d'éviter d'associer Siemens à Alstom. Ça, il y a eu un truc quand même. Hein. Oui, mais il n'y a pas une volonté européenne pour Ouais, mais attends, les... c'est l'Europe qui a voté. C'est quoi C'est un truc l'Europe? de dingue quand même. C'est Tout quoi ça pour l'Europe? faire favoriser les Chinois. n'est pas C'est dingue, unie, quand même. On est dingue. L'Europe n'est pas unie. Hein. Ouais, mais à quoi sert le Parlement européen? À quoi servent nos chers députés européens? Les lobbies. L'Europe que De Gaulle a fait, c'était le marché commun. Ça serait à 6 pays. On n'a même pas été fichu à 6 pays de s'entendre. C'était pas pour en remettre, je ne sais plus combien maintenant. Mais... Puis surtout, il y a différentes richesses. Alors maintenant, tout le monde, les frontières sont ouvertes. Bon, c'est pas possible, les choses qu'on a menées. Trouver des solutions. Oubliez qu'on a Parlez un peu plus fort. On s'écoute. Je ne sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi, mais il y a déjà une bonne chose pour les jeunes, justement, pour les remettre un petit peu dans la bonne ligne, pour ceux qui n'y sont pas, c'est le service militaire obligatoire d'1 an comme on a fini. L'État dit que ça coûtera cher, ça coûtera moins cher que les 3 millions de chômeurs qu'on a. Et ça les disciplinerait peut-être un peu, et puis ça permettrait, je pas du service qu'on a fait, nous, ça nous avait qu'à fusil, hein, mais les former. Parce que vous avez, il y a tout dans un service militaire. Il y a des professeurs qui sont à la fin de leurs études, qui éduquent les illettrés. Quand on parle d'illettrés en France, c'est quand même grave. Hein. Ça pourrait être fait. Oui, mais l'exécutif ne veut pas ça. Il veut pas. Il veut des soldats qui sont payés parce que comme ça, on peut les envoyer en Afghanistan, on peut envoyer en Afrique, on peut envoyer où on veut. Ils ont signé. Oui, mais le problème, c'est qu'ils veulent l'armée professionnelle parce que l'armée professionnelle, pour les faire taire, ils ont signé pour faire. Alors, ils vont aller là, à Tchad, n'importe où, et tant pis pour leur vie. Si tu prends les réservistes et d'autres, là, ils ne font pas ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, personnellement, moi, je suis beaucoup pour le service militaire. Parce qu'il faut qu'on ait les citoyens qui peuvent mater ces guerres décidées par les présidents tout seuls. Rappel à l'histoire, monsieur, parce que tu es un peu jeune, probablement. Probablement plus jeune que moi. Du temps du service militaire, on a envoyé 2 millions d'hommes en Algérie, mais il y a eu 40 000 morts. Bon, alors, ils y sont allés, malgré comme les tout. professionnels. Pareil. Oui, Donc, ça va, c'est pas valable. Sur les derniers coups. Je voudrais
On a quand même parlé d'un sujet qui est pour moi le plus grave. Pour moi, le sujet le plus grave, c'est qu'on est en train de crever à cause de notre comportement, les glyphosates, les particules fines. On est en train de se détruire et ça va arriver malheureusement vite. J'entendais ce midi, 70% des insectes ont disparu en 5 ans. 70%. Je ne sais plus quel entomologiste a dit, le jour où il n'y aura plus d'abeilles, il restera 3 ans de vie au monde. Voilà. Il faut quand même qu'on en soit conscient de ça. Et là, c'est le... Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour faire des économies. Tout le monde est d'accord. Et le constat est là. C'est ça le plus grave. Que Macron saute, que... ça, c'est grave, peut-être, mais le plus grave, c'est la planète. Mais qui est-ce qui prend les grandes décisions aussi? Ah, mais ça, je ne sais pas. Si, j'ai une idée, mais l'idée, c'est la mienne. Jacques, oui, mais on est là pour ça. Hein. Jacques, comment veux-tu que ça se modifie quand tu sais que Monsanto est affilié à Bayer en Allemagne? Oui. Comment veux-tu que ça marche comme ça? Ouais. Ils sont maintenant, ils ont fait qu'une seule société. Le plus grand pollueur de la planète, qui est Monsanto, ce mec Bayer en Allemagne. Écoute, on est dingue quand même. Et c'est l'Europe qui a voté ça. Le profit. C'est le profit. Le profit. Donc tu vois ce que je veux dire? Alors comment lutter contre ça? C'est peut-être à réveiller les consciences que chacun aille autour d'un rond-point et dise on en a marre. Je sais pas. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est pareil, vous avez des bâtiments parfois qui sont vides parce que la société a fermé. J'ai vu ça moi, je crois que c'était au détour Tours. Et à côté de ça, vous avez une autre entreprise qui arrive, qui va reconstruire un bâtiment à côté, alors qu'il y en a un qui est là. Alors peut-être qu'il n'est pas aux normes, mais bon, je pense que ça doit coûter des fois moins cher. Ou alors c'est implanté, on fait avec. Enfin, il a les aides, les subventions. Plutôt que de refaire, parce que bon, on bétonne partout, en fait, quand vous avez les inondations, vous avez tout ça maintenant. On s'auto-détruit. On s'auto-détruit. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on est arrivé dans l'Anthropocène, où c'est l'homme maintenant qui change la planète avec ce qu'on constate. L'homme n'a plus de prédateurs, sauf l'humain. Oui. Donc c'était une très bonne chose que l'homme, je ne dis pas qu'il a été programmé, mais pour qu'il s'autodétruise, de façon à laisser une planète redémarrer après lui. Donc on est simplement dans un moment de transition où nous allons nous autodétruire, et c'est sans doute une bonne chose pour la planète. Ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que on va se flinguer les uns les autres. On va simplement arrêter de se reproduire, parce qu'on ne sera pas dans des conditions, et on va rediminuer, et c'est une bonne chose. Prenons un peu de recul. Enfin, pas nous. C'est très optimiste ce que je dis. Pour compléter ce que vient il faudrait que ça soit assez rapide. La fertilité de l'homme depuis 15 ans a divisé par 2. Très bonne chose. Dû aux pesticides dans ce domaine. Et pourtant, aucun homme politique parle de le problème de la population. Quand je suis né, il y avait 2 milliards et demi, oui, ça, 2 milliards et demi de population. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Alors, il y avait les guerres, il y avait ma naissance, là, 2 milliards et demi. Aujourd'hui, on est 7, demain, 10. Mais la planète ne peut pas. Le bétonnage qu'on vient de dire, toutes les conneries sur la planète, on ne peut pas. Comment c'est fait qu'il n'y a pas un seul homme? Moi, je dis, il n'y a pas un seul homme, parce que je regarde bien pour ça. Il n'y a pas un seul homme politique qui parle de le problème de naissance. Le monsieur, là, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parle de le fait que, effectivement, il faut regarder ce problème de naissance. On peut faire les entraînements, mais pas les matchs. On n'a même pas assez pour payer les retraites. Les Chinois, oui, ils ont fait ils ont quand même. Non, ils sont revenus de chez. Ils sont des employés. Sans que ce soit de l'agriculture industrielle, il y a des moyens qui existent en Inde. Puis l'Afrique, ils ont eu. Ça s'est développé. Et on peut produire
de la nourriture massivement en ayant une très faible empreinte écologique. La lame, ça pollue partout, mais dans les campagnes, ils arrivent à s'autosuffisance. Comme on faisait nous avant. Exactement. Il y a un pays d'Amérique centrale qui a supprimé tous les pesticides. Et puis, ils s'en portent très bien. Consommation de moins de viande, ça suffit. Costa Rica, je crois. Mais il faut savoir que c'est les agriculteurs qui en payent la monnaie la plus chère, hein, parce qu'on découvre avec les pesticides et le glyphosate plein de maladies, de cancers chez les agriculteurs du fait de l'utilisation intensive de pesticides. Les statistiques sont formelles dans le domaine. Enfin, ça ne fait pas bouger beaucoup de gens. Non, mais vous avez encore des agriculteurs qui militent à fond pour l'agriculture intensive. Qu'est-ce que vous voulez quand, ça a été la révolution verte, ça. Dans les écoles, ils ne sont pas formés comme ça. On ne donne pas les moyens de faire autrement, concrètement. Parce que vous dites, monsieur, c'est très intéressant, mais va proposer ça à un agriculteur du coin, il ne peut pas le faire. Pour le bien-être général, pour le bien-être général, il faudrait de l'agriculture sans les pesticides, si on pour décide ça, investir énormément. là, il va y avoir quelle couleur. Moi, je suis d'accord avec toi, mais regarde, les lois européennes, quand tu penses qu'on importe du porc, de pollen et tout ça, on arrête quand même. Qui n'ont pas les mêmes normes qu'en France. Est-ce que le bio, on a exactement les mêmes règles dans toute l'Europe? Non. On devrait importer des produits alimentaires, quels qu'ils soient, dans la mesure où les pays qui nous amènent ou on importe respectent toutes les règles sanitaires et environnementales. Identiques françaises. S'ils ne respectent pas les mêmes règles sanitaires et environnementales, on devrait refuser de la rentrée de tous ces produits. Ouais, mais sinon à l'export c'est pareil. Et là on perd beaucoup d'argent. La législation agricole n'est pas la même. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Europe dans ces cas-là? Il n'y a rien qui est identique. Donc on ne peut pas aller à l'encontre au niveau, par exemple, du travail, où il y a nettement moins, il y a moins de cotisations, etc. dans certains pays que chez nous. Ça ne peut pas aller à l'encontre. C'est au niveau de l'Europe qu'il y ait des lois qui soient communes pour toute l'Europe. Et là, on pourra s'en sortir. Tandis que là, c'est impossible, quel que soit le domaine. Mais c'est l'Europe d'Afrique, hein, c'est ça le problème. C'est la concurrence, c'est marqué dès le début. On met en concurrence la SNCF, là, on va le vendre, ça marchait très bien avant, ça marche moins bien parce qu'on ne met pas les moyens. Mais là, il y a un acte délibéré de casser la SNCF pour mettre en concurrence, pour mettre les trains d'Allemagne, ou je ne sais pas où, de Pologne, je ne sais pas, peut-être. Mais en disant que le problème, c'est que cette Europe-là, il n'est pas bon pour nous. Il ne faut pas l'acheter non plus. C'est le consommateur qui fait tout. Hein. Ouais, mais... Moi, quand je vais chercher de la viande, que ce soit Leclerc ou ailleurs, je regarde bien si c'est français. Si c'est pas français, je ne prends pas. C'est hyper plus cher en plus. Après, je n'ai pas envie de me répéter, mais on énonce tous des vérités. Ils peuvent très bien faire des Tout le monde énonce des vérités, mais on n'énonce pas on n'essaie pas de trouver des solutions. Un axe sur lequel se fixer pour essayer de changer ces choses-là. Des vérités, on en sort. Tout le monde, là, si on fait un vote à main levée, est-ce que quelqu'un est pour l'injustice? Non, personne va lever la main. Est-ce que tout le monde veut une revalorisation des salaires? Oui, tout le monde va lever la main. Et des retraites et tout ce qu'on a. Après, c'est quels axes on essaye de trouver pour pouvoir changer tout ça, justement. C'est là-haut, c'est là-haut. Non, c'est là-haut. Si, moi je pense que quand même, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais vous dire honnêtement, le débat, la fin du débat, je me dis, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Moi, c'est la perte de pain à papa, parce que pendant ce temps-là, les denrées alimentaires, tout a augmenté. Mais ils continuent à voter les lois. La pensée, je vous rejoins. On est en même personne du terrain, dans le
bureau à un truc. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on fait un procès d'intention avant. Il faut attendre et après on dira ça a marché ou ça n'a pas marché, c'est tout. Moi j'entends toujours ça, de toute façon ça n'a pas marché. Ah bah, vous voyez, moi je me suis dit j'y vais. J'y vais, je veux voir ce que c'est un débat, je veux, voilà. Vous voyez ? Oui, mais enfin, ce que je... Après, c'est vrai que... La prétention que j'ai eue de faire un débat, c'est pas forcément... Je ne suis pas capable de diriger un débat, d'argumenter, etc. Bon, disons que on s'est quand même, je pense, relativement écouté. Le but, c'était d'entendre et de faire... Et puis on ne va pas écrire tout ce que vous avez dit, on va le regrouper par thème. Par exemple, il y a deux... Vous dit, parler sur la l'ISF, etc. Bon, on regroupera, on fera remonter. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Et si ça n'existe pas, ça a au moins, je crois, le mérite d'exister. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Parce que, historiquement, les gilets jaunes, au départ, c'était les taxes sur l'essence. Et puis finalement, c'est parti de tous les côtés, partout. Donc... non, c'était la goutte d'eau. Enfin, c'était la goutte. C'est les gouttes d'eau. Tout à fait. Moi, j'ai eu des doléances où c'était les gens n'exprimaient que leur cas personnel. Je veux dire, c'est pour ça aussi. Enfin, bon, j'ai des trucs, oui, je vois des trucs à dire. Alors, moi, j'aimerais qu'on augmente les crédits pour la santé, pour les maisons de retraite. Voilà, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça, c'est dans l'intérêt collectif. C'est ça. C'est pas personnel. Non, c'est pas personnel, l'intérêt collectif. Hein. Permettre à tout individu qui travaille de vivre. Ça, c'est important. Voilà. Je vais peut-être choquer des gens ici. Et quand je vois les pomiculteurs ici, qui sont obligés d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère, alors qu'il y en a quand même des gens qui pointent au chômage, je vous jure que... Surtout que quand il s'agit, là c'est dans les femmes, il ne s'agit pas d'avoir un diplôme pour ramasser des femmes. Hein. Non, mais c'est aussi la liberté. La femme, elle travaille, il y a 100 Polonais. D'accord. Autre, ok, pour les femmes, mais par contre, il y a aussi au niveau, moi je vais vous dire mon expérience, j'y suis allée une journée aux pommes, pour voir ce que c'était. Ben, on est très très mal traités, en tout cas. Ça dépend où. Oui, mais je veux dire... Les femmes sont bien traitées. Comment? Oui, oui, mais par contre, voilà. Et je peux vous dire que j'ai fait une journée, hein, j'ai dit, ben c'est ça les femmes. Moi, j'ai travaillé puis après, quand et il y en a d'autres qui font que travailler, par exemple, les Polonais ou les Portugais, parce que ça leur coûte moins cher en main-d'œuvre. On ne revient pas toujours pareil, on revient au même. Apparemment, les pomologistes payent leurs employés très bien. Oui. Bah moi, je peux vous dire que je n'ai pas non à citer, mais je peux le dire que je voudrais qu'un pour au fait que tu dises, le fait qu'on dise et qu'on fasse remonter, c'est déjà bien. Je prends un exemple. Monsieur dit noir, Madame dit blanc, et vous dites gris. Donc on va écrire sur la feuille, il a dit blanc, il a dit noir, il a dit gris, et on fait remonter. Et là, tout le monde se dit, super, j'ai dit ce que j'avais à dire, et on est content. Non, on n'est pas content. Enfin, moi, je suis pas content. Alors, je vais dire, ok, donc ça va remonter, puis il y a d'autres gens qui vont faire remonter, alors il y aura du gris, du blanc, du grisâtre, du machin, voilà, et on va remonter, et à un moment, il va falloir trier. Qui trie? C'est pas nous. On n'est pas en train de dire, ah, moi je vote pour gris, et... donc c'est pas nous. On fait remonter. Donc ça va arriver au régional. Au régional, ils vont tirer des gens qui vont devoir faire une synthèse. Et tiens, le gris, je suis vraiment désolé, il n'apparaît plus dans ce que le régional. Et là, vous êtes vraiment déçus. Vous dites, mais de quel droit Donc on va dire que on fait remonter, ils font remonter, et on fait tout remonter là-haut. Et puis il y a Manu, pardon, Monsieur le Président, il va dire, eh ben il y avait du gris-bleu comme je voulais, et je vais vous proposer le gris-bleu. Non, pardon. On va faire gris-bleu. Vous l'aviez dit en France que c'était gris-bleu. Et là, on se dit, mais on s'est fait enfumer, parce que évidemment, il y a toutes les couleurs qui vont sortir quand ça va remonter. Il va trouver la couleur qu'il veut nous dire. Et je la connais déjà, la couleur qu'il veut nous dire. Bon, bref. Sauf, s'il nous dit, bah, pour ce point-là, je vous propose le gris-bleu, et vous allez me donner votre avis si vous n'êtes pas d'accord. Pour ce point-là, je vous propose le rose. Vous me direz, c'est pas... Donc, s'il y a effectivement un retour après. Mais là, on est en train de faire le RIC. Et qu'est-ce qu'il a dit au début? Pas de RIC. Pourquoi? Donc, ce
qu'on fait là, c'est très bien. Veillons à ce que quand ils vont nous sortir du chapeau le lapin qu'on connaît déjà, enfin, sauf s'ils changent d'avis, mais comme ils nous expliquent qu'ils ne vont pas changer d'avis, hein, parce qu'ils ont une ligne, et c'est normal, ils ont été élus par 21%. Bref. Donc quand ils vont nous sortir le lapin du chapeau, et qu'ils ne nous auront pas mis un moyen de dire votre lapin, il n'a pas la couleur qu'on veut, eh ben, ça aura été la préparation des Européennes, j'ai entendu, c'est ça? Quand il est en bras de chemise, là, au milieu des mers, là. Pardon. Non, mais j'ai peur de Excuse-moi, tu fais du théâtre merveilleusement. Enfin, c'est une fable que tu viens de nous raconter, qui part d'un principe que tu as dans la tête déjà. Tout ce que tu as dit, tu l'as décidé au fur et à mesure. Enfin, c'est pas sérieux. Ah, tu penses qu'on va avoir notre avis à faire? Tu viens d'imaginer une situation tout seul. Non. Que beaucoup rejoignent. Ce que j'ai peur, parce que si c'est gris-bleu, gris, là, les gilets jaunes, on va toujours les avoir dans la rue, je te sais. Ouais. Même plus nombreux. Et là, ça va être la révolution. D'où le problème qu'on va avoir. Parce que les magasins, je peux te dire, les villes, ça va brûler. Donc il n'y a pas tout intérêt à dire gris-bleu. Enfin, tous les flics habillés en noir qui sont là, j'y crois pas. Il y a un député entre les deux. Avant d'arriver au gouvernement, il y a un député. Mais il y a un tas de mesures que nos technocrates parisiens ne vont pas se tirer des balles dans le pied. On la voit, il ne faut pas se leurrer. C'est pas grave, on retournera dans la rue. Jacques, je vois avant de parler des gilets jaunes non plus. Ils ont eu l'occasion de rencontrer le président de la République, ils ont refusé. Que vont devenir nos grands centres commerciaux dans 20 ans? Même pas dans 10 ans. Avec tout ce qui est Internet. Ce que je peux vous dire, il y a des tas d'enseignes qui vont partir, qui vont disparaître. Et là, on va faire des déserts industriels. Et on continue à faire des grands centres commerciaux. On est dingue. On est dingue. L'exemple du Mans avec Vénère. Internet, ça dépend tout. Moi, je propose. Déjà, l'INEA a du mal à s'en sortir. Non, mais c'est pour ça. Il faut limiter les zones commerciales. L'implantation. Les gens vont revenir parce qu'il faut oublier l'arnaque qu'il y a sur Internet. Il y a plein d'enseignes qui actuellement sont en train de se faire racheter. Il y a actuellement, ça aussi c'est pas dit. Mais actuellement, il y a plein d'enseignes qui se font racheter pour obtenir encore des plus grosses. C'est ça, oui. Exactement. C'est une globalité. Oui. Au niveau du Parlement, on a une grande majorité de médecins qui mettent un frein à tout ça. Et on le sait, on a des déserts médicaux relativement importants en France, sauf sur la Côte d'Azur, à Paris et sur la côte atlantique, parce qu'ils veulent tous aller en bordure de côte. Alors eux, ils ne veulent pas, naturellement, qu'on leur impose des installations. Alors je dirais, ils sont très attachés à leur liberté d'installation. Il faut leur laisser cette liberté d'installation. Mais je dirais, dans les zones où il y a une densité de médecins en surpopulation, eh bien, ne plus conventionner les nouveaux médecins qui vont vouloir s'installer. S'ils veulent s'installer, ils s'installent, mais on ne les conventionne plus. Et conventionner uniquement les médecins dans nos zones désertiques, également les études de médecine sont gratuites, eh bien, quand on fait des études, il y a de nombreuses écoles, type les médecins militaires qui ont été formés, doivent 10 ans à la collectivité, ne peuvent pas quitter l'armée où ils remboursent leurs 10 ans. Il y a des grandes écoles, c'est pareil, ils remboursent. Moi, j'ai fait des études en promotion professionnelle, j'avais 5 ans à rendre. Eh bien, je dirais, il faut, au niveau des études de médecine, pareil, je dirais, leur imposer 5 ans ou 10 ans à exercer dans un endroit qu'on leur dit dans le département. Et s'ils s'en vont, ils remboursent. C'est pas uniquement 10 ans, puis au bout de 10 ans, on lève le camp comme font beaucoup d'industriels, et puis ils vont dans la commune d'à côté pour retoucher des subventions. S'ils s'en vont, ils remboursent directement la subvention qu'on leur a donnée, et de manière à les freiner.
Voilà, je crois qu'il faut... Ils veulent cette liberté d'installation, ils y tiennent comme leurs yeux. Bien, il faut leur laisser. Mais et on ne les conventionne plus. Ceux dans les zones, c'est facile, on le sait tous. Hein. Le ministère, la ministre de la Santé, elle le dit. Et il y a une densité de médecins suffisante au niveau national. Mais elle est mal répartie. Elle est mal répartie. Sur la Côte d'Azur, vous avez un médecin à peu près dans tous les coins de rue. Pour vivre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle la dichotomie. C'est-à-dire que vous allez les voir, eh bien, au lieu de vous donner le bon traitement le premier coup, eh bien, ils vous donnent un traitement de perlimpinpin, ils savent que 3 jours après, vous allez revenir. Donc ça vous fait 2 consultations au lieu d'une. Ça, c'est connu. Hein, depuis des lustres, hein, c'est connu. Donc il faut ça. Je leur prêterai pas ça. Une chose est sûre, c'est que la dernière réunion qu'on a eue avec le président du Conseil général, je lui ai proposé ce que tu viens de dire, en me prenant comme exemple. Moi, quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait le professeur en Belgique, j'ai signé un engagement de 10 ans. J'ai signé un engagement de 10 ans. Et si je partais avant la fin de la 10e année de l'éducation nationale, eh bien, je devais rembourser les 10 ans, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. Il m'a dit que c'était une bonne idée. Alors, on a une fille qui est instite, qui est professeur des écoles, c'est pareil. Eh bien, si elle part dans la région parisienne, il faudra qu'elle rembourse. Je ne sais pas pourquoi les médecins ne rembourseraient pas. Ils doivent donner à la collectivité. On les a formés dans les hôpitaux, dans les CHU. On les a formés. Eh bien, ils doivent rendre à la collectivité un service. Mais ça, les parlementaires, que ce soit le Sénat comme l'Assemblée nationale, ne veulent pas monter. Ils ont la majorité. Ils ne vont pas se voter un truc pareil. Hein. D'autres suggestions? Moi j'ai une suggestion, parce qu'effectivement à la majorité il y a beaucoup de médecins à l'Assemblée nationale. Moi c'est le non-renouvellement du mandat sec. Ça fait un mandat, ensuite on va bosser, ce qu'on veut, et puis on pourra revenir après. Mais le non-renouvellement du mandat. Au moins quand vous y allez, vous remontez les manches et vous n'êtes pas en train de négocier la suite. Et quand Macron dit quelque chose et que vous êtes LRM et que vous n'avez pas envie et que vous osez parmi les N dire non, vous vous faites virer tout de suite. Donc, s'ils sont non renouvelables, ils pourront y aller franco. Alors, tu as raison, parce que tu dis, le seul truc, c'est que 4 ans pour appliquer une politique, c'est très dur. 5 ans, c'est très dur. À mon avis, il faut limiter à 2 mandats. Déjà, le deuxième mandat, il va avoir chaud aux fesses. Hein. Mais un seul mandat, 5 ans, est-ce qu'il peut appliquer une politique en 5 ans? Ils sont à tergiversés déjà pendant 2 ans, 3 ans avant de commencer à travailler. Je suis d'accord avec toi. Si je fais partie d'un parti politique et que je suis élu en tant que député, et qu'une fois que je suis plus député, mon parti a disparu. C'est pas le cas. On pourra mettre quelqu'un d'autre à la place de ce parti, qui continuera sur le même projet. Donc, tu peux avoir a priori, pour moi, tu peux avoir des projets à plus de 5 ans, mais au moins, c'est pas la même personne qui est au boulot. Ils seraient d'accord sur le programme. Oui, mais à la base, ils font partie du même parti. Ils font partie du même parti. Ouais. Ah, bah alors là, on a connu des trucs. Ça éviterait en plus qu'ils restent dans leur bulle et qu'ils se bougent. Moi, je te rejoins, mais en tant quand même un bémol. Un bémol. Vas-y, c'est normal. Un bémol, parce que c'est tellement complexe. C'est tellement complexe que tu vas commencer à maîtriser le truc à 1 an d'être éjecté. Et donc j'ai la réponse. Vas-y. Et la réponse, c'est que quand on est élu pour 5 ans, eh bien pendant 1 an, on est en binôme avec celui qui vient de sortir. Pour lui dire, regarde, tu viens de te faire enfumer parce qu'il s'est passé ça. Regarde, il faut que tu agisses comme ça. Donc tu as tout un accompagnement. Et pendant cette année-là, c'est pas 2 salaires, c'est chacun moitié salaire. Tu fais après tes 4 ans plein pot, et ensuite quand tu es à demi pour accompagner le suivant. Et tu transmets ton expertise. C'est une très bonne idée, sauf que ce qui me fait peur, c'est que...
que les parlementaires, s'ils ne sont pas réélus, continuent à percevoir. Ben, ils ont, pendant leur première année, ils ont une demi-indemnité, et pendant leur année, leur année sixième, ils n'ont aussi qu'une demi-indemnité. Parce qu'ils sont là dans l'accompagnement. Quand vous êtes dans une entreprise et vous avez un salarié qui part, et qu'il n'y a que ce salarié qui fait une action, vous vous débrouillez pour recruter le précédent et faire un biseau pendant un mois. Oui. Ben oui. Non, mais il faut faire pareil. Non, mais sur le principe, tout à fait d'accord. Mais dans la réalité, tu es vert, je suis noir. Mais j'aurais intérêt à te torpiller tout de suite, moi. Hein, si je travaillais à moitié avec toi. Bien sûr, on peut imaginer qu'il y a quand même des verts qui suivent derrière, ou des noirs, j'en sais rien. Voilà. Macron, c'est pour son quoi, il féminisait les finances, lui, avant. Personne ne veut ça. Il voit ça dans ce qui se passe. En plus, il est banquier. Non, mais c'est pour ça que... Le grand truc, qu'est-ce qui va ressortir de tout ce qu'on dit ici? C'est ça. What is the question? Je vais quand même signer. J'ai un grand cahier. Il y a quand même pas mal de pages. Alors moi j'avais noté aussi plus de remboursement de campagne. Vous me donnez ? On ne rembourse pas les campagnes. Comment ? J'ai plus de remboursement de campagne. Quand ils font campagne, de plus rembourser. Ouais, ben alors là, on va... C'est plus grave, ça va être des financements privés. Ça veut dire que ça va être des sociétés qui vont financer les campagnes électorales. Alors, c'est déjà du moi, ça me dérange en fait compte de me lever le matin, d'aller travailler, de payer pour des gens quand je... Non. Oui, mais ça permettra, si les remboursements de campagne ne sont pas remboursés, il n'y a que les gens qui ont de l'argent qui pourront faire campagne. Ça, c'est dangereux. Ça a été mis en place pour limiter... On revient non, mais je comprends. au 19e siècle où il n'y avait que les gens qui avaient de l'argent qui pouvaient être candidats. Enfin, quand vous regardez aujourd'hui, il y a quand même la classe sociale. Avant, on disait, bon, allez... vous avez là vraiment les pauvres, vous avez ceux qui vivent pas trop mal, vous avez après ceux qui vivent, bon ils sont aisés, puis après vous avez les riches. Aujourd'hui vous avez quand même beaucoup de gens qui vivent, on va dire, mal. Parce qu'en fin de mois, je veux dire, quand vous avez fini de payer tous vos factures, vous êtes content déjà d'avoir payé toutes vos factures. Parce que là, moi je trouve qu'avec l'euro, honnêtement, on a perdu du pouvoir d'achat avec l'euro. Enfin moi je veux dire par rapport à... quand vous allez faire vos courses, quand vous allez chez le coiffeur, il y a plein de choses qui font que l'euro a augmenté le coût de la vie par rapport au franc. Oui, on parle de corruption, le problème de l'argent pour les partis, le problème pour les... Mais tout ça, en fait, ça peut être réglé facilement. On tire les gens au sort, comme il propose Étienne Chouard. Je vous explique, quand il y a de justice, quand les gens sont choisis pour faire de justice, ils ont le pétoche parce qu'ils ont peur de faire une erreur. Ils sont très responsables, les gens, quand ils ont tiré pour juger les gens. Et vous pouvez être sûr qu'avec le problème de la société, ça va être pareil. Si on tire les gens au sort, on a le même homme-femme, statistiquement ça marche comme ça, noir, blanc, riche, pauvre. Enfin, c'est un reflet de la société. Le tirage au sort, ça va régler beaucoup de nos problèmes. Après, on voit si c'est pour un an, comment ça se tourne, la formation de ces gens. Quand même, on voit qu'ils sont formés. Mais je vous propose de sachez quand vous partez d'ici, Étienne Chouard, tirage au sort, et vous allez voir, il a déjà fait énormément de travail sur ça. Non mais ce que tu es en train de dire, on est d'accord, c'est qu'on est en train de créer une nouvelle société, une nouvelle république. Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est un autre créer république. Une nouvelle république. Oui. Sixième république. Casser tout ce qu'il y a actuellement et recréer une nouvelle république. Sixième république. Je suis d'accord avec toi. Mais là, ce qu'on est en train de dire ce soir, si on veut que tout se mette en place, c'est créer une nouvelle république. Là, étonnamment, ça m'intéresse. Énoncer des vérités. On parle de quelque chose. C'est ça que je veux te dire. En résumé, c'est ça. Enfin, je ne sais pas. J'ai peut-être d'ordre de c'est ça, c'est ça. Voilà, la 5e République a été construite avec 93 amendements. 67 ont déjà été changés. Est-ce qu'on considère qu'on est toujours en 5e République?
Non, non, monarchie, c'est pas mal. On a un monarque, alors c'est pas un monarque, on a un monarque à la tête de l'État, je suis désolé, parce qu'il décide tout. Oui, le monarque, sa cour, la cour, il y a tout là. C'est plus la République, on va rien. La cour de la cour. Les cours du lot. Moi, je suis, tu sais, je suis moi, personnellement, je trouve que pour la nouvelle génération, il faudrait faire marche arrière sur plein de choses. Au niveau écologie, au niveau de l'implantation, justement, de vivre là on vit individuellement. On ne partage plus rien. Enfin, je veux dire, moi ici, il y en a très peu que je connais. Il y a des fêtes, c'est vrai, grâce à l'école. Au moins était l'avantage. Voilà, grâce à l'école, il y a des fêtes, etc. Mais je veux dire, c'est vrai que le pouvoir de la commune, il n'y en a plus. Il faudrait déjà enlever le pouvoir des tablettes, le pouvoir des téléphones. Oui, mais ça, c'est le progrès. Enfin, je veux dire, après... Non, c'est pas le progrès, il faut le maîtriser aussi, parce qu'il est vraiment... Il n'est pas en notre faveur. Hein. Quand je vois ma petite fille qui discute avec quelqu'un d'Australie sur je ne sais pas quoi d'ailleurs, et puis qui ne discute pas avec sa voisine, je pense qu'il manque quelque chose quand même. Mais écoutez, je ne vais pas vous mettre... Ouais, non, moi je propose une solution pour partager. C'est par exemple partager tous les toits pour mettre des centrales communales. Ah, oui, d'accord. Et là générer, que toutes les communes génèrent déjà toute leur énergie et de mettre ça en hydrogène et on peut avec ça faire la consommation des véhicules. Moi, c'est ce que mon association promouvoit, quoi. De revenir à chaque commune qui fait sa propre énergie, comme c'était fait avant, comme on avait l'électricité avant. Alors, bon, je vais finir, je ne suis pas en tout en plein. Je regarde bien. Pourquoi comment? Parce qu'on a des technologies. Oui. On ne les met pas en place. C'est ça. À cause des lobbies. Oui, mais si chacun... à cause des taxes. Le pétrole, pourquoi? C'est les taxes. Oui. Le fioul, c'est les taxes. On va pas retirer les taxes. Oui, mais il n'y a pas de taxe sur le solaire. On n'a pas taxé le soleil. Non, mais la réalité, c'est ça. Il n'est pas question de les retirer, mais de les déplacer. Les mettre où il faut. Le soleil, il n'a pas été taxé encore. Pour aller au boulot, il n'a pas besoin de payer 100% de taxes, plus la TVA. Je pense qu'on fait notre propre malheur. J'ai connu le voisin, là, un jour où il y a eu une réunion sur les éoliennes. Et il a pris la parole, donc il est d'un parti qui affectionne... Je ne suis plus dans le parti. Excusez-moi, à l'époque. Et il a proposé, il y avait autant de monde que là, c'était au Récollet. Il a proposé aux gens... Non, c'est pas une connerie. Non, c'est pas une connerie. Il a proposé aux gens, il a dit, mais, vous ne voulez pas d'éoliennes, mais je suis d'accord. Si vous n'en voulez pas, je suis d'accord. Et à ce moment-là, vous allez tous signer avant de partir l'engagement que vous allez tous diminuer de 50% votre consommation électrique. Tu t'en rappelles de ça? Je n'ai pas dit comme ça, mais c'est entendu comme ça, c'est très bien. Voilà. Et je peux vous dire que ça a été un an. Si on ne trouve pas des nouvelles solutions, ça va être ça. Comme quoi, on veut le confort, mais bon, peu importe si on crève, au moins on a de bonnes dispositions. Mon dernier mot pour te répondre... Ça sera le dernier mot d'ailleurs. Mon mien. Non, mais les autres. Pour te répondre au fait que c'est la première fois que tu vois des gens comme ça. Donc j'en profite, vendredi soir au bar associatif de Jupy, il y a scène ouverte. Donc si vous chantez, si vous avez envie de déclamer un poème, si vous avez envie de jouer de la musique en impro avec des gens, que ça soit moche ou pas, venez boire un coup. Et vous allez, et même si vous ne venez pas ce vendredi, venez les samedis, les dimanches, allez voir. Vous allez surtout voir un lieu qui fonctionne différemment et qui est basé sur le bénévolat. Et on n'aura pas de salariés parce qu'on n'y arrivera pas financièrement. Et ça ne demande qu'à être multiplié. Mais pour que vous ayez confiance pour créer ça ici, venez voir comment on fonctionne. Et faites pas pareil, hein, faites pas votre sauce, mais venez nous rencontrer. C'est vraiment, il se passe un truc à Jupy d'enfer. C'est 21h. On peut manger, c'est nous qui faisons à manger, c'est pour cher. Voilà. C'est pas bon. Mais c'est sympa. Voilà.
Donc n'hésitez pas à essayer de monter des trucs comme ça. Hein. Et on disait que les jeunes, ils font plus rien, les jeunes, tout ça. C'est une équipe de jeunes entre 25 et 30 ans qui ont lancé le truc. Puis nous, les vieux schnocks, on a suivi parce qu'on avait un peu de sous à mettre dedans. Mais venez. Bon, écoutez, ça sera le dernier mot. Encourageant. Moi, je vous remercie tous et toutes d'être venus. J'espère qu'on a un petit peu essayé de répondre à vos attentes. On n'est pas parfait. Et à la limite, on essaiera de faire un résumé. Et peut-être la meilleure façon, c'est que vous nous donnez une semaine, une grosse semaine. Et le mieux, c'est qu'on va le... Non, je vais faire une synthèse et puis on le met dans les mairies. Est-ce que je peux faire un mot de la fin du mot de la fin? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un certain consensus et une entente générale sur à peu près tous les sujets. Les gens se sont parlé. Enfin, il n'y a pas de... Personne n'a eu ça sera un beau envie de... Non, les avis, bon, il y avait des solutions précises, des objets, etc. On était tous à peu près sur les mêmes sujets. Et voilà, on retourne dans vos foyers. Merci bien.